cherche à faire? Il cherche à faire une ville, un crypto-État, entre guillemets, qui a pour vision de permettre aux innovateurs de développer des nouvelles technologies sans barrière. On va avoir un problème sur le dollar était hégémonique. Le Bitcoin va tuer l'État. On peut rendre l'État tellement efficace que tout le monde pourrait monter son État. La réflexion derrière l'IA, c'est un peu ça, je pense. Pour les Corses, il y a un sentiment d'identité très fort qui pourrait leur permettre de se dire légitimement, on prétend être une nation parce que on a cette culture, cette identité, etc. Une nationalité physique à l'ancienne et une nationalité numérique, digitale, ce genre de choses, ça me paraît beaucoup plus atteignable que la version on coupe les ponts et c'est terminé. Et j'ai plus mon passeport français. Un État, c'est le monopole de la violence. C'est que je pense que l'État est en train de se faire disrupter, on ne le voit pas. Il est en train de se faire disrupter de tous bords. Alexandre, salut, ravi d'échanger avec toi. Salut. On a plein de choses à se dire aujourd'hui. On va, pour ceux qui nous rejoignent, parler de sujets un petit peu what the fuck, puisqu'on va parler de création d'État. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être revenir sur des thématiques ou des concepts sur lesquels on a pu échanger ensemble. Moi, le premier sujet que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est un petit peu la rupture qu'on constate actuellement dans nos démocraties, où finalement on a l'impression qu'on a des visions presque parfois antagonistes d'une partie de la population qui se retrouve plus dans les classes politiques, parfois des classes politiques qui s'affrontent de manière assez violente, et on voit effectivement l'émergence de plein de sociétés, on va dire à petite échelle, différentes. Et c'est vrai que depuis quelques années, on parle pas mal justement, alors c'est les thèses libertariennes, mais de network state, et ça va être peut-être la première partie qu'on va pouvoir aborder ensemble. Peut-être curieux, simplement pour les gens qui te découvrent, tu puisses te parler de toi vraiment en un mot avant qu'on revienne vraiment sur toute cette partie des network states. Parfait. Déjà, merci de m'inviter aujourd'hui et je suis ravi de rencontrer ton audience du coup. Donc moi, c'est Alexandre. J'ai monté une boîte qui s'appelle Will Labs. Et Will Labs, on aide des investisseurs immobiliers à déployer leur argent sur des projets qui sont en règle générale inhabituels ou avec des rendements qui battent le marché. L'idée, c'est de trouver des anomalies de marché et ça, on le fait via un logiciel de data et évidemment derrière aussi des effets de réseau puisqu'on a des communautés de porteurs de projets, des communautés d'investisseurs, on les fait se rencontrer sur des projets qui font sens. Et j'ai aussi co-créé un petit média qui s'appelle NBS et où on tourne des podcasts toutes les semaines sur des sujets technologiques où on se met pas forcément de limites, donc on explore de manière assez large beaucoup de sujets. Et évidemment, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire juste avant et qui est hyper important, dans ma boîte principale qui est Will Labs, on s'est rendu compte, on a découvert la thématique des network states et nous, on l'a pas pris juste d'un point de vue philosophique, même si c'est évidemment hyper intéressant et on va en parler, mais on en a fait un business model et on est en train de faire le test d'une première petite communauté à l'île Maurice. Et on est en train en fait de faire un test sur une quinzaine de villas avec un concept, avec un design et à la fois des outils dans le parc qui permettent de commencer à créer une communauté qui sera à la fois une communauté en ligne et physique. On est loin de recréer un État, mais par contre, ça nous permet de faire des premiers tests. Il y a des premiers tests qui existent d'ailleurs en dehors de nous, Praxis, Prospera, je pense qu'on va en parler, on va les décrire, on va expliquer en quoi ils sont différents, les points de similitude et comment ils sont financés et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça que moi j'ai découvert cette thématique et on s'est rendu compte que c'est une thématique qui intéresse de plus en plus de gens et c'est là que je te rejoins, c'est que non seulement ça intéresse de plus en plus de gens d'un point de vue ce que nous on appelle produit, c'est-à-dire d'un point de vue philosophie, d'un point de vue style de vie, donc les gens qui vont y vivre, qui vont vraiment utiliser le produit, et surtout, et c'est là que c'est hyper important parce que quand une innovation arrive, il faut quand même qu'elle soit financée, ça intéresse de plus en plus la catégorie des investisseurs, des promoteurs immobiliers, des faiseurs, entre guillemets, qui, eux, sont extrêmement intéressants d'avoir une nouvelle thématique sur laquelle travailler, thématique qui est aujourd'hui sous-exploitée, et qui vient résoudre, et on pourra en parler aussi, tout un paquet de problèmes qu'on a actuellement sur les marchés immobiliers, à savoir des problèmes de rendement, des problèmes de rentabilité des modèles traditionnels, et donc ça permet de donner une bouffée d'oxygène sur le marché. Très clair, merci pour l'intro. Est-ce que peut-être que pour que on avance sur le sujet, tu pourrais définir ce qu'est un network state pour que les gens qui sont pas familiers avec cette terminologie puissent comprendre un peu plus de quoi on va parler?
Ouais, tout à fait. Donc, un network state, dans la définition aujourd'hui communément acceptée, ce qui est reste, comment dire, c'est work in progress encore. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent et ainsi de suite. Mais un network state, c'est quoi? C'est une communauté de personnes qui s'est retrouvée à la base avec une idée commune et une vision commune de cette idée et qui a décidé de, on va dire, crowdsourcer des terres, des appartements, des immeubles, des anciens hôtels, peu importe la forme, mais qui a décidé, un espace physique en tout cas, et qui cherche, c'est le cas actuellement, ou aurait obtenu, ce qui n'existe pas encore, mais peut-être demain ça existera, la reconnaissance des autres États comme étant un État souverain. Ça, c'est la définition la plus large. Après, quand on rentre dans les définitions, il y a plein de sous-catégories. Certains disent que le network state, ça commence à partir d'une vraie communauté en ligne. C'est sur cette idée-là qu'est parti Praxis. Praxis, aujourd'hui, c'est probablement la boîte la mieux financée de la thématique network state, même si, à date et sans critique aucune, ils n'ont rien prouvé puisqu'ils n'ont pas encore sorti le moindre espace physique à part un petit sorte de pop-up store dans New York. Tu peux me dire peut-être un mot sur ce qu'est Praxis et ce qu'ils font actuellement? Ouais, tout à fait, bien sûr. Donc Praxis, c'est une société américaine qui a été financée par énormément de gens de la tech, dont Sam Altman, par exemple, pour ne citer que lui, mais aussi des fonds crypto comme Paradigm et ainsi de suite. Sam Bankman-Fried, à une époque où il pouvait encore investir dans des trucs. Donc tout ce genre de choses. Et Praxis, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à faire une ville, un crypto-État, entre guillemets, qui a pour vision de permettre aux innovateurs de développer des nouvelles technologies sans barrière. Donc en fait, leur thèse, pour la faire assez courte, c'est de dire aujourd'hui on met trop de barrières aux innovateurs, on leur permet pas de se développer assez vite, on ne les encourage pas, et en plus quand ils réussissent, il y a des taxes, il y a tout un paquet de problèmes. Et donc Praxis, ce qu'ils disent, c'est on va permettre aux innovateurs de faire entre guillemets ce qu'ils veulent sans trop de régulation ou avec quasiment pas de régulation. Deux, le système de taxes sera extrêmement avantageux, le système évidemment de réinvestissement, parce qu'ils savent que la machine capital risque est hyper importante pour lancer les innovations, donc la machine capital risque sera très peu taxée, et on va du coup créer un espace dans lequel les gens se ressemblent, parce que, et c'est la théorie un peu derrière la Silicon Valley, c'est de dire, comme il y avait plein d'ingénieurs de très haut niveau et d'investisseurs qui étaient prêts à financer ces innovations-là, eh bien, ça fait un cercle vertueux, les gens gagnent de l'argent, ils réinvestissent et ainsi de suite. Et donc du coup, la Silicon Valley devient beaucoup plus efficace à créer de l'innovation que ne l'est n'importe quelle autre ville. Alors que il y a encore 50 ou 60 ans, la Silicon Valley était moins riche que la côte Est. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a eu un environnement qui s'est créé. Et ils se disent, on va recréer la même chose, sauf que là, cette fois, on va sélectionner les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre que des gens qui sont des start-upers, des innovateurs, des scientifiques de haut niveau et ainsi de suite. On va leur donner un cadre parfait pour travailler et on estime et on espère qu'avec ça, on va créer des innovations extraordinaires. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que eux ne calculent pas aujourd'hui leur communauté en nombre de personnes, même s'ils le donnent, mais c'est pas ça le truc le plus important. Ce qui est le plus important pour eux, et il suffit de se connecter sur leur site web pour le voir en 2 minutes, c'est la valo agrégée de toutes les boîtes des fondateurs qui ont décidé de backer ou rejoindre la ville. Et alors, j'ai pas regardé là ce matin, on pourrait faire un truc, mais la dernière fois que j'ai regardé, ils avaient 450 milliards d'euros de valo agrégée. Alors c'est facile, tu me diras, ils ont Sam Altman et ils ajoutent toute la valo d'OpenAI. Donc bon, le calcul est déjà un peu biaisé, mais ça prouve quand même qu'ils ont réussi une chose, c'est expliquer à tous les gens qui sont des passionnés de la tech ou en tout cas qui en vivent, que ça valait à minima le coup d'investir dans cette boîte. On parle quand même, alors pour préciser les chiffres, on parle quand même d'un dernier tour de table à 525 millions de dollars sur une valo non donnée. On parle d'une boîte du coup qui est pré-revenu, pré-produit. Je dis pré-produit. Ils vendent un passeport en ligne. Enfin bon, on est loin de pouvoir justifier a priori 525 000, enfin voilà,
millions Mais de... Alexandre, simplement pour qu'on comprenne, aujourd'hui, on parle de territorialité, d'espace physique, on parle d'une plateforme qui serait une sorte de DAO, donc on va dire comme une plateforme décentralisée de prise de décision complètement en ligne. Comment est-ce que ça se structure? Parce que tu en parleras après avec Balaji sur la configuration des network states, mais il y a vraiment cette idée dans les network states de dire il y a des effets de réseau qui finalement se prennent pas la tête avec cette notion de géographie finalement. Alors, pour expliquer purement où ils en sont actuellement, dans l'idée générale, c'est un espace physique, une ville, une capitale, on pourrait dire, et ensuite des espaces physiques disséminés un peu partout sur la planète. Donc, un appartement, un immeuble, un truc, qui sont, entre guillemets, les régions hors de la capitale, et évidemment une communauté en ligne qu'on pourrait... alors, dans leur idée, à la fin, il y a en effet une DAO, mais actuellement, fondamentalement, c'est un Discord, si tu veux. Ouais. Au moment où on se parle, il n'y a que le Discord. Okay. Au moment où on se parle, ils n'ont pas, à moins que ce soit fait dans les 2 derniers jours, ils n'ont pas encore trouvé de territoire. Sauf que, comme tout pays, à son démarrage, la valeur et donc le crédit qu'on peut lui accorder en règle générale se trouve dans en partie dans le territoire. C'est-à-dire que quand tu commences, si t'as pas le terrain, je ne sais pas par quoi sont contre-garantis, entre guillemets, alors même si c'est du venture, donc t'as pas besoin de contre-garantie, mais sur quoi sont appuyés les fameux 500 millions. Alors, je sais qu'il y a un fonctionnement en tranche qui est un peu opaque, on n'a pas toutes les informations sur ce fonctionnement de la levée. Suivant les articles, certains disent oui, mais en fait, ils vont rien verser. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment. Il y a un gros effet d'annonce. Cependant, ce qui est sûr et certain, c'est que tous les gros entrepreneurs que j'ai cités avant ont participé, que des fonds d'investissement ont participé et ont donné à minima, une quarantaine de millions déjà, et qu'il y a un engagement sur le reste, notamment une fois que le terrain sera trouvé. Et ils ont, parce que c'est extrêmement important, engagé un architecte extrêmement connu qui les suit sur le projet et qui va leur designer ce côté néo-Grèce 2.0, nouvelle démocratie, quoi. C'est un peu ça la vibe derrière le truc. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit un truc hyper important. Derrière toute cette philosophie, chez Praxis, mais c'est la même chose chez Prospera, c'est la même chose chez Balaji, qui est en train de faire son petit network state à Singapour actuellement, qui s'appelle la Network School, et en fait, ils forment les gens pour que eux-mêmes créent leur network state depuis un petit network state. Voilà. Tous ont quand même un fondement actuellement libertarien. C'est-à-dire que le degré peut varier, si tu veux, mais il y a toujours un fondement d'une idéologie. Il y a trop de taxes, il y a trop de régulation. C'est là que moi je diverge un peu de cette idée en disant, je pense pas que ça fasse partie fondamentalement du network state. Si quelqu'un a envie de dire, je crée un network state qui sera super régulé, pour moi c'est un network state quand même, si tu veux. L'idéologie libertarienne est en train de créer les network states, mais pour moi, elle n'est qu'une feature du network state, et il s'avère que c'est eux qui se sont saisis du truc en premier. Mais je ne pense pas, et c'est une réflexion qu'on pourrait avoir, hein, et même si rien n'est sûr, parce qu'aujourd'hui, la réalité prouve le contraire, mais je pense que théoriquement, il n'y a pas de raison que le network state soit libertarien. Aujourd'hui, c'est quand même le cas. Si les gens vont sur Praxis et lisent différents articles qui sont parus dans les 2 dernières années, et même passent 10 minutes sur leur site web ou sur leur Twitter, ils se rendront compte qu'on est vraiment sur une vibe très libertarienne et proche. Je dis proche, je mets toujours des guillemets dans ce genre de truc parce que je veux pas qu'on interprète mal les propos, mais proche du mouvement qu'on a vu avec Trump ces derniers mois aux États-Unis, proche du mouvement qu'on a vu avec Elon Musk. Et d'ailleurs, le CEO de Praxis a vachement défendu l'approche Doge, en fait. Il faut couper dans les dépenses et les États sont mal gérés et nous on va faire ça bien. Ouais, mais c'est hyper intéressant et je pense que ce qui a beaucoup poussé cette recherche intellectuelle autour des network sites, c'est comme tu le dis, probablement ce trop de régulation. Je rentre pas dans des débats politiques là-dessus, mais comme tu dis, peut-être que demain il en sortira
plein de choses avec des créations de network state qui seront d'ailleurs peut-être communistes, hyper écologiques, sur plein d'aspects de verticales très différentes. Et ça, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais peut-être avant ça, simplement pour revenir sur, tu parles un petit peu de Balaji avec ce qu'il est en train de faire à Singapour. Lui a créé un bouquin qui s'appelle The Network State pour justement parler de manière un peu open source, parce que je crois même que c'est gratuit sur Internet. Chacun peut aller consulter un petit peu la définition qui se fait en une ligne, une page, un chapitre, et après avec le livre en entier. Quelle était son idée? Est-ce que c'était l'idée de proposer un framework de réflexion pour que les gens s'emparent du sujet, quelle que soit finalement leur considération politique, ou c'était vraiment pour lui l'idée de mettre en place un plan d'action pour que, j'allais dire, les libertariens des États-Unis ou de tous bords puissent prendre en main le sujet et créer plein de network state libertariens? C'est une excellente question. Alors déjà, Balaji, je ne sais pas si c'est forcément connu par tout le monde, mais pour expliquer, Balaji, c'est l'ancien directeur technique de chez Coinbase, le CTO de chez Coinbase. Donc crypto, tech, voilà, on est vraiment sur un pur produit de la Silicon Valley. Ensuite, il a travaillé chez A16, donc Andreessen Horowitz, gros fonds de VC qui finance aujourd'hui beaucoup de choses, qui a atteint une taille vraiment impressionnante pour un fonds de VC, hein, qui a financé Facebook, qui a financé Airbnb, qui a financé récemment Adam Newman avec de l'immobilier communautaire sur, encore une fois, des valos qui étaient, voilà. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que A16 a participé, modestement, mais a participé au tour de Praxis. A participé, en tout cas, Marc Andreessen a participé personnellement à un projet dont j'ai perdu le nom, mais en Californie, juste à côté de la Silicon Valley, ils avaient privatisé tout un paquet de terres entre milliardaires pour se faire une extension de la ville. Alors là, pour le coup, pas fermée, mais une extension de la ville à eux. Où ils voulaient adoucir certaines lois et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans le creuset, on va dire, de cette mouvance qui se veut à différents degrés, encore une fois, parce que on peut pas, c'est pas la même chose Marc Andreessen que Peter Thiel, mais qui se veut vaguement libertarienne. Maintenant, l'ouvrage de Balaji en tant que tel, déjà, c'est lui qui théorise le network state aujourd'hui. Balaji, c'est vraiment lui qui donne le premier impact, et ce premier impact, il le sort de la mouvance crypto de 2020-2021. En fait, lui, il part de la monnaie. Alors, le bouquin est plus complexe que ça, mais si je devais résumer une des grandes lignes qui me semble très importante, c'est que lui, il part de la monnaie en disant on va avoir un problème sur le dollar. Le dollar était hégémonique. Ce dollar hégémonique est de plus en plus remis en question. Il dit ça depuis 2021 et il dit en face de ça, il y a le Bitcoin. Aujourd'hui, on voit qu'il a raison parce que il y a toujours le Bitcoin. Mais en plus de ça, géopolitiquement, les 4 ans, on va dire, qui ont suivi, ont prouvé que oui, le dollar est remis en question, ne serait-ce que dans les transactions internationales et ainsi de suite. Donc, lui, il dit ça va s'effondrer, et une grande partie de la puissance américaine est liée au dollar. Et donc, la puissance va se mettre dans le... alors, lui, il dit clairement, dans un premier temps, dans le Bitcoin. Et ce Bitcoin va servir à créer des communautés autonomes où, en fait, le point de ralliement, ce sera le Bitcoin, et tout le reste viendra autour. J'ai tendance à penser, pour répondre précisément à ta question, que ce n'est pas un pamphlet pur libertarien, que c'est pas ce qu'il veut dire par là, même si lui, il est convaincu du côté libertarien, il est convaincu du fait qu'il faille assouplir les lois, qu'il est convaincu que les États sont trop gros et qu'il faut les dégraisser, entre guillemets. Mais je pense qu'il laisse la porte ouverte. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai compris. Il laisse la porte ouverte à ce que je disais au départ, c'est-à-dire de dire le network state, c'est avant toute chose une communauté qui se reconnaît avec des envies communes, des visions communes, des codes communs, et que ces codes communs, demain, ils peuvent ne rien avoir à faire du libéralisme. D'ailleurs, il le dit très bien à un moment, il dit il pourrait y avoir des communautés, et Brian Johnson lui a rendu visite, des communautés sur la longévité. Et quelque part, on s'en fout d'être libertarien ou communiste ou démocrate classique ou tout ce que tu veux. Le sujet, c'est la longévité. Donc tout est optimisé, longévité. Le reste, on fait au mieux. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai simplement envie de rebondir puisque c'est toute la politique économique des États-Unis qui est très marquée par 2 conseillers de Donald Trump, pour les gens qui auront envie de creuser un peu. Donc c'est Stéphane Miran et Paul Navarro, qui sont vraiment dans cette logique de sortir de cette hégémonie impérialiste américaine pour revenir avec finalement cette logique de droit de douane, de reproduction aux États-Unis, d'affaiblir le dollar et de baisser finalement le
la facture commerciale qu'il peut y avoir avec les pays avec lesquels ils échangent et de pouvoir être en capacité de reproduire pour avoir une espèce de barrière souverainiste et être en capacité de pouvoir vraiment, j'allais dire, batailler avec la Chine. Ça, c'est vraiment toute leur logique, mais ce qu'on comprend derrière ce que tu dis par rapport au Bitcoin, c'est cette idée de dire qu'aujourd'hui, on est finalement face à une création monétaire qui est assez centralisée, qu'elle soit avec la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, ou peu importe les zones monétaires. Le Bitcoin, il y a un nombre fini de Bitcoins qui ont été produits, qui sont minés petit à petit, et plus le temps passe, moins il y en a. Donc il y a un effet forcément inflationniste et d'appréciation de la valeur de la monnaie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la valeur d'une monnaie, c'est évidemment la confiance qu'on y porte. Comme c'est un algorithme, et on se dit qu'a priori, on peut pas aller soudoyer cet algorithme. Et donc c'est là où on vient sur quelque chose d'intéressant, mais qui pour moi est une extension finalement dans la philosophie libertarienne de plutôt une décentralisation, et qui est un peu la symbolique autour des cryptos et finalement de ces network states, c'est que dans la notion de réseau, il y a une notion de décentralisation qui est hyper forte, et c'est là où j'ai envie de t'amener un petit peu, parce que finalement le libertarianisme, c'est presque une branche presque extrême de la liberté, et la liberté, pour qu'on ait une forme de liberté, il faut qu'il y ait une forme de décentralisation, puisque la centralisation poussée à l'extrême, c'est une forme d'autocratie. Et donc, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est qu'est-ce que ça peut changer dans nos démocraties si jamais on utilise des outils qui sont mis en place dans des network states pour améliorer l'efficacité de ces démocraties? Alors la question est extrêmement extrêmement longue, mais pour essayer d'y répondre précisément, parce que c'est une question, je suis d'accord avec toi, qui est hyper importante sur le changement. Enfin, moi la manière dont je la comprends, c'est le changement de paradigme, et il le décrit d'ailleurs dans le livre, le changement de paradigme de qu'est-ce qui est le pilier de la régulation, en tout cas de ce qui fait tenir la société autour de ce pilier. Et il explique ça, tu sais, avec l'image de Léviathan, en disant avant c'était la religion, l'État a tué la religion. Pareil, je rentre pas dans le débat, mais grossièrement il le truc comme ça, et il dit maintenant le Bitcoin va tuer l'État, pour la faire très courte. Mais en fait la question c'est, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est où se situe la valeur. Et donc ce que promettait je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais le contrat social que promettaient les États-Unis, c'était le dollar est tout puissant. En échange de ça, on garantit la paix à l'échelle mondiale. Je schématise vraiment beaucoup, mais en tout cas, c'était une partie du contrat social. Moi, quand j'ai grandi, je connaissais des professeurs d'histoire à qui on disait mais pourquoi il y aura pas de troisième guerre mondiale, et ils étaient capables de nous dire des trucs du genre parce que maintenant les États-Unis ils sont trop puissants, donc s'il y a un problème on est protégé. Et en gros il y a pas de problème, il y a les États-Unis. Ce qui était toute la promesse de l'OTAN pendant très longtemps. Exactement. Et ce qui était, et d'ailleurs, ce qui était en partie vrai, quand on disait les États-Unis, gendarmes du monde, ils étaient capables d'intervenir à des endroits, machin. Et donc, tu disais que tant qu'il y avait les États-Unis, ça tenait. En échange de ça, ils avaient un dollar fort, un dollar surtout utilisé par tous pour faire des transactions et ainsi de suite. Le seul problème, c'est que quand notamment les BRICS, ainsi de suite, se sont réveillés, ils se sont rendus compte, et tu as plein de problèmes, et tu as plein de livres qui décrivent ça. C'est quand tu traites avec du dollar, tu traites forcément avec le gouvernement américain. L'affaire Alstom en France, où un cadre de chez Alstom a fini en prison parce que il a enfreint une loi américaine, mais payé en dollars, alors que ça concernait la France d'un côté et je sais plus l'Indonésie de l'autre, ou un truc comme ça. Il a quand même été enfermé aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis avaient une véritable hégémonie. Ils étaient capables de faire respecter leurs lois, non pas par la territorialité ou par des lois internationales, mais par ne serait-ce que l'utilisation de leur monnaie. D'ailleurs, tu peux parler avec n'importe quelle banque, elle te dira si tu as des US personnes dans ton capital ou que tes investisseurs c'est des US personnes ou quoi, ça va être beaucoup plus compliqué en termes de KYC, de régulation, de machin, de trucs, et ça c'est, suffit de demander à sa banque, c'est très facilement vérifiable. Donc là, tu avais une grosse centralisation. Et en effet, pas à notre échelle à nous, mais à l'échelle des pays, je suppose que beaucoup de pays ont considéré ça comme une perte de liberté. Donc, il faut décentraliser. Sauf que là, tu rentres dans des conflits, conflits pas forcément ouverts, mais tu rentres dans des trucs un peu compliqués. Et aujourd'hui, l'idée des États-Unis, enfin, telle que moi je la comprends et ce que j'en pense, c'est qu'ils ne sont plus capables réellement de tenir cette position dominante. Ils sont plus capables de tenir cette position dominante parce qu'ils ont à minima un acteur, qui est la Chine, qui le refuse et qui a une taille à peu près équivalente, on va dire. Enfin, qui est plus gros sur certains trucs, mais bon, bref, en tout cas, qui est une menace équivalente. Ils ont la Russie qui est plus d'accord, ils ont les BRICS qui, de manière générale, ne sont plus tout à fait d'accord.
Avec l'Europe, c'est une situation qui fluctue, mais où il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. Donc, je pense qu'ils sont au courant qu'ils ne peuvent plus tenir leur position. Et donc, si on ne peut plus tenir les positions, autant battre en retraite quand c'est encore possible, plutôt que de s'entêter à faire un truc qui à un moment va, ou risque de dégénérer. Et donc, l'idée qui a été amenée, et notamment par Balaji, ce genre de truc, c'est de dire le Bitcoin, et donc de dire le Bitcoin, c'est décentralisé. Donc, par contre, tu perds un truc que l'État te garantit. L'État, il te garantit, en gros, ta sécurité de manière générale. Il te garantit, entre guillemets, encore une fois, la bonne gestion de l'État. Donc, à voir, on peut tous avoir une idée différente sur la bonne gestion de l'État, mais a priori, nous, en France, aux États-Unis, tu te dis, bah, t'as des routes, des écoles, des trucs, ça fonctionne. On peut critiquer le détail, mais le fond du truc fonctionne à peu près. Et donc, pour ça, bah, il faut des outils. L'outil, c'est la DAO. L'outil, je pense que demain, c'est potentiellement l'IA. C'est un truc qu'il évoque pas forcément énormément dans le bouquin. Il est plus concentré Bitcoin comme réserve de valeur et comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas soudoyer l'algorithme. Moi, je pense que l'IA, dans sa capacité à organiser et dans sa capacité à prendre des décisions sans humain, ou peut rendre l'État tellement efficace que tout le monde pourrait monter son État. Enfin, la réflexion derrière ça, derrière l'IA, c'est un peu ça, je pense. Et donc ces outils-là, ils servent en effet, à pousser une forme de décentralisation et pousser une forme de décentralisation possible. Parce que si tu pousses une forme de décentralisation où tout le monde y va de sa petite loi, de sa petite idée, et on revient, tu vois, à l'époque des clans en fait, et on revient à une époque où il y a des villages gaulois, ils sont pas d'accord entre eux, et puis ils se battent, et puis ou alors ils se parlent plus, mais tu tues pour le coup là le capitalisme à l'échelle mondiale. Tu tues trop de trucs qui font que ça tiendrait pas en termes de niveau de vie, en termes de production intellectuelle, en termes de tout ce qu'on veut ce qu'on veut conserver. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, ça me fait penser à plein de pays qui ont été reconnus. Je crois que le dernier pays qui a été reconnu, c'est le Soudan du Sud, il me semble, en 2011. T'as le Kosovo qui est reconnu, c'était un peu avant ça, par une centaine de pays, mais plein d'autres pays ne le reconnaissent pas non plus. T'as des expérimentations avec Liberland, qui, si je dis pas de bêtises, est pas très loin de la Croatie et qui est une petite enclave de quelques kilomètres carrés, pour le coup assez libertarienne, et qui propose le fait d'avoir une espèce de carte d'identité, alors qui est reconnue par personne. Donc, t'as plein d'expérimentations comme ça. Moi, j'ai envie de revenir sur ce sujet de territorialité, parce que l'effet de réseau te permet potentiellement de te regrouper avec des gens en ligne de manière décentralisée sur des sujets communs. Donc on pourrait se dire, bah, on peut comprendre que, allez, dans le siècle qui arrive, on a plutôt envie de partager une forme de nationalité digitale, que ce soit en layer 2, avec des gens dont on partage des valeurs communes ou des sujets économiques communs. Malgré tout, aujourd'hui, ben, le layer 1, c'est tous les pays territoriaux qu'on connaît. A priori, il n'y a pas deux pays qui s'enchevêtrent à certains endroits, même si on pourrait considérer qu'il y a des zones d'influence régionale, comme avec l'Europe et les pays, les États-nations. Donc on pourra revenir peut-être après sur la définition de comment se constitue aujourd'hui une nation. Mais du coup, comment concilier le fait d'avoir à un moment donné finalement des nouveaux États émergents qui soient des États réseaux, network state, et le fait de s'ancrer dans une territorialité bien précise? Alors là, c'est là que le bas blesse, si tu veux. C'est là que c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des tests, tu as parlé ou je crois, Prospera rapidement tout à l'heure, ou Honduras. Prospera ou Honduras, ils ont pu le faire et ils ont pu tester parce que le Honduras avait besoin, en fait, une zone franche, pour la faire courte. Et un groupe d'investisseurs se proposait de développer la zone franche. Donc, en fait, il y a eu un accord parce qu'il y avait un besoin avec il y avait un besoin de la part du gouvernement. Je vois mal, pour négocier des permis de construire assez souvent, je me vois mal aller à la mairie de Nantes ou de Marseille et demander si je peux avoir le droit de construire une zone franche avec des règles différentes et puis qu'il n'ait pas le droit de regard du coup sur ce que je vais y construire puisque c'est mon état. Je suis sûr que ça ne passerait pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement, il n'y a pas de besoin à l'échelle de la France, et c'est pareil aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que Praxis a immédiatement enlevé les États-Unis et l'Europe des cibles potentielles, parce qu'ils savent que ce sera trop compliqué de négocier avec le gouvernement. Ça, c'est le premier truc. C'est déjà pour avoir le territoire. Parce que si le territoire, nous, ce qu'on fait à Maurice, par exemple, c'est différent. On a négocié un terrain privé, et on a négocié dessus de pouvoir y construire ce qu'on veut. Mais on est passé par un process classique. Si demain,
Et aujourd'hui, on n'a pas évidemment de reconnaissance, ça va sans le dire, mais on n'a pas non plus d'avantages économiques par rapport à d'autres zones. On a juste des outils, des bâtiments et une communauté en ligne qui convient à la population qui veut l'acheter. Donc c'est vraiment l'étape 0,1 du truc. Déjà, c'est compliqué. Déjà, pour faire ça, c'est une bonne année de travail. Donc j'ose pas imaginer la complexité pour faire ça en lisière d'une ville comme San Francisco. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le projet juste à côté de San Francisco n'a pas abouti. Et encore dans des grands combats avec les villes les villes sur lesquelles sont les parcelles en question. Et le truc n'avance pas. Le truc n'avance pas parce que du coup, t'as de la politique, t'as des gens qui sont contre les libertariens, et donc ils leur disent, bah non, je vais pas vous laisser une partie, et pourtant c'est des terrains privés, hein. Je vais pas vous laisser faire ce que vous voulez, parce qu'en fait, ça va à l'encontre de ce que moi je veux dans la ville. De l'autre côté, parce que c'est sur plusieurs communes, il y a une autre commune qui leur dit, bon bah nous, on pourrait envisager le truc parce qu'on est plus ou moins d'accord avec vous. Et ainsi de suite. C'est hyper intéressant et j'ai envie de rebondir parce que tu parlais de Prospera au Honduras. Alors je vais être assez polémique et je vais faire un jeu avec toi quasiment de manière prospective. Mais on le sait, les Corses sont très attachés à leur territorialité. Et pour certains, ils souhaitent effectivement que la Corse soit devienne un pays, soit devienne finalement un territoire autonome et indépendant. Alors il y a beaucoup de sujets, d'enjeux derrière ça. Je rentre pas dans la prise de position par rapport à ça, mais simplement pour faire un peu le jeu intellectuel avec toi, de dire bah demain les Corses souhaiteraient pouvoir utiliser tous les outils disponibles au sein des network states, à savoir potentiellement une monnaie numérique quitte à se rattacher à des monnaies qui existent déjà, un système décentralisé, un système potentiellement de gouvernance qui soit assez autonome. Tu parlais de l'IA, alors non pas comme outil de raisonnement, mais comme outil d'implémentation qui est finalement incorruptible puisque a priori c'est un algorithme qui est quand même assez bien foutu. Donc pour un exemple, parce que tu parlais effectivement de l'Honduras et cette volonté d'avoir une zone franche, là sans forcément qu'il y ait cet enjeu économique, mais simplement cet enjeu, on va dire presque de détachement à travers un fonctionnement et ces outils-là, comment est-ce que ça pourrait se mettre en place? C'est une excellente question. Déjà, pour un petit point on va dire, culture, dans le Pays Basque, ils avaient fait une monnaie qui existe peut-être toujours et qui a vaguement fonctionné pour faire des achats en local et ainsi de suite. Donc il y avait une partie qui passait par une monnaie basque. Je sais pas si ça existe en Corse. Par contre, ce que je sais, c'est que si demain, ils arrivent à expliquer qu'il y a un avantage à utiliser une monnaie corse, il peut y avoir, en fait, je vais utiliser un terme pareil, mais une sorte de mouvement de désobéissance civile qui se dit, bah moi, j'ai tout le droit d'utiliser une version corse du Bitcoin. Si je veux payer mon loyer avec et que mon bailleur accepte cette monnaie, il n'y a pas de problème. Et donc, quelque part, tant que je paye mes impôts, voilà. En fait, je pense que toutes les premières étapes peuvent être compliquées à mettre en place, et donc ça va passer par ces premières étapes. Pour répondre précisément à ta question, mise en place d'une monnaie décentralisée ou centralisée, mais tenue par une instance corse, disons. 2, mettre en place des logiciels d'IA qui permettent d'automatiser ou de prendre des décisions qui ne sont pas gérées par du politique au sens large du terme, mais qui sont gérées par du pragmatique, en fait. Et ainsi de suite, tout ça pourrait relativement bien se passer. D'ailleurs, la preuve, la Corse et les mairies corses ont tout droit de accepter, refuser un permis de construire, accepter, refuser le tracé d'une route, et ainsi de suite. Là où ça devient plus compliqué, et il faut être clair, là où ça devient plus compliqué, c'est quand tu essayes de changer des lois qui sont liées à l'État central. Donc, quand tu essayes de faire passer une loi qui va à l'encontre des intérêts ou de la Constitution quasiment de l'État central. Là, ça devient un autre sujet. Là, ça devient complètement un autre sujet. Et là, tu peux te retrouver dans un cas différent, qui n'est pas la Corse, mais qui est Monaco ou l'Andorre. Ou Andorre. Parce que là, tu es sur des sortes de cités-États, si tu veux, qui ont notamment le grand truc, une fiscalité différente. Donc tout le début est implémentable. Et d'ailleurs, Monaco demain pourrait implémenter une monnaie digitale. Enfin, voilà. Après, il faut passer l'étape. L'étape pour moi qui est loi et taxe, quoi. C'est le grand truc à passer. Une fois que tu as passé l'étape loi et taxe, il te reste plus grand chose. C'est-à-dire que les terres, bah tu pourras toujours les acheter, hein. Tu pourras toujours plus ou moins les bloquer. Si tu as changé les lois sur cette parcelle de terre,
quelque part, même si, tu vois, elles sont toujours plus ou moins, pour une raison X ou Y, rattachées à la France, après, pour le coup, t'es chez toi. Et pour moi, la grande étape à réussir à passer, c'est de réussir à faire passer des lois. Et là, c'est extrêmement compliqué. Là, c'est extrêmement compliqué parce que tu fais deux trucs. Non seulement c'est techniquement compliqué, mais en plus, tu envoies un message à tous les gens qui sont rattachés à l'État central en leur disant, ces trucs-là ont été acceptés. Pourquoi pas moi? Attendez, et du coup, il y a une autre population qui peut se créer en disant, mais moi, j'ai une autre idée, on devrait faire ça, et je vais le faire en Bretagne. Et tu vois, et en fait, petit à petit, tu délites la structure de l'État. Donc, à mon avis, l'État n'a pas intérêt et n'a surtout pas du tout envie. Et quand je dis l'État, encore une fois, c'est pas politique, c'est l'État au sens de la machine de l'État, n'a pas envie qu'on vienne attaquer et gratter à l'intérieur de ce qui fait la solidité de ces murs, si tu veux. Ouais, non, c'est hyper intéressant. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, simplement pour faire un petit point, j'allais dire, le cadre légal, puisqu'en fait, un État souverain reconnu, dans le modèle traditionnel, c'est 4 critères qui sont définis par la Convention de Montevideo, donc en 1933, avec un territoire défini. Ça, c'est important par rapport à ce qu'on a décrit avant. Une population permanente, un gouvernement et une capacité à rentrer en relation, donc une souveraineté et une diplomatie. Et finalement, avant qu'on parle peut-être d'Elon Musk, de Star City, finalement de son network state potentiel avec X et de Pavel Durov avec Telegram, moi j'ai envie de revenir sur cet élément autour de l'État-nation, puisque finalement, on l'a vu un peu là en parlant de la Corse. Pour les Corses, il y a un sentiment d'identité très fort qui pourrait leur permettre de se dire, légitimement, on prétend être une nation parce que on a cette culture, cette identité, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que parmi les gens qui ont envie de créer des communautés ensemble, ils pourraient créer un pays parce que il y a ce sentiment de rapprochement autour de ces cultures et de ces idées qui sont suffisamment fortes? Qu'est-ce qui pourrait manquer? Alors, on a vu qu'il y a la notion de territorialité, de géographie, d'espace physique qui est évidemment prégnante et à moins d'être un milliardaire et d'acheter des milliers d'hectares en Australie ou sur une île en extraterritorialité, ça peut être un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui pourrait manquer à un network state pour passer à cette étape d'État-nation? Au-delà même du fait d'être en concurrence fondamentalement avec un État, parce que ce serait le Léviathan qui veut se battre finalement contre un autre type de pouvoir qui viendrait remettre en cause sa suprématie. Alors déjà, tu as raison, c'est le grand argument des détracteurs des network states, c'est de dire en fait vous êtes juste en train de faire la même chose, nouvelle version. Enfin, vous révolutionnez rien puisqu'il y a toujours un État et que pour être reconnu État, il faut cocher les cases que tu viens de donner. Et donc, en gros, leur grand argument, c'est de dire on va juste revenir au même endroit avec des lois un peu différentes. Pour les plus cyniques d'entre eux, on va juste revenir au même endroit en payant moins d'impôts. Bon, pour la faire claire. Ouais. Je pense que c'est plus profond que ça, mais donc pourquoi qu'est-ce qui va manquer? Déjà, encore une fois, on l'a dit, la terre, ça va pas être facile. Alors Balaji, lui, ouvre des portes en disant non mais ça, c'est des vieilles définitions. Aujourd'hui, on a Internet. Internet, c'est un territoire à part entière. Et ce territoire, si tu te sens entre guillemets habitant d'Internet, on peut avoir notre truc. Il y a plus besoin de ça. Donc lui, il élude un peu la question, mais c'est vrai que dans un rapport classique, si demain tu veux te faire reconnaître par les autres pays, j'ai un peu de mal à voir comment ça peut se passer sans une réalité territoriale. Même si je le comprends intellectuellement, je pense que ça rendra le truc complexe. Mais pour rebondir simplement, en fait, est-ce qu'on pourrait pas considérer simplement au point de vue intellectuel que ce serait comme un layer 2 en disant t'as Ethereum et tous les layer 2 avec Arbitrum, etc. et de dire voilà, je suis français et puis j'ai une seconde nationalité conjointe qui est plus numérique avec des enjeux partagés, avec des schémas de décentralisation qui petit à petit, parce que par rapport à la fortune cumulée ou les capitalisations cumulées ou d'autres critères qui seraient complètement autres, à un moment donné le poids devient suffisamment important que soit une territorialité à un moment donné existe, soit il y a des leviers comme des communautés, des associations, des organisations qui auraient le même poids que des États. Ça, je pense que c'est d'ailleurs plus rationnel. Dans la réalité, je pense que, entre guillemets, annexer une partie de la France et dire maintenant c'est chez nous et on n'est plus que ça me semble très compliqué. Qu'il y ait une double nationalité, en fait, quelque part. Une nationalité physique à l'ancienne et une nationalité numérique, digitale, ce genre de choses, ça me paraît beaucoup plus atteignable que la version très on coupe les ponts et c'est terminé. Et j'ai plus mon passeport français. Ne serait-ce que pour des raisons de taxation du patrimoine. Encore une fois, la France ne s'asseyra pas ou aura beaucoup de mal à s'asseoir sur 10 000 fortunes qui décideraient de partir du jour au lendemain parce que, en fait,
en interne du territoire français, il y a des mecs qui ont une autre loi, quoi. Ça me semble très compliqué. Donc, je pense que ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est une binationalité. Mais ça n'empêche pas la question, ça n'empêche pas le truc qui est de dire pour qu'elle soit retenue si les autres États considèrent qu'il leur faut une capitale. Et c'est pour ça l'idée de Praxis. L'idée de Praxis, c'était de dire on va avoir une humanité décentralisée et donc une population décentralisée, mais il y a quand même une capitale. Et la capitale, on va aller la négocier avec un pays qui est moins regardant, parce que sinon, on va aux États-Unis, on n'y arrivera pas. Mais quelque part, on laisse les 3/4 de nos habitants aux États-Unis. C'est juste que pour être connu, on a un truc au Honduras, en Équateur, je ne sais où, dans une territorialité qui accepte plus ce genre de choses. La territorialité, a priori, on l'a vu. Le gouvernement, ça, pour moi, ça pose pas de problème. Peu importe la manière dont ça se matérialisera. Si c'est une DAO, on enverra un représentant de la DAO. Les décisions sont prises en DAO, ça remonte voilà. Le gouvernement, je vois pas où ça pourrait poser problème. C'est assez facile de voir comment ça va évoluer. Une diplomatie, pour moi, c'est aussi assez facile de voir comment ça va évoluer. C'est-à-dire que dans les personnes qui seront recrutées, il y aura forcément, j'en sais rien, d'anciens diplomates, des personnes qui sont capables de créer une diplomatie, capables d'engager avec les autres pays, surtout. Et on va y revenir, je crois que c'est un de tes axes, mais surtout si c'est pas un pays belliqueux, si c'est un pays qui n'a pas d'armée, ça me semble encore plus facile de discuter calmement qu'un pays, et on en reviendra parce que pareil, j'avais quand j'étais en prépa, j'avais un prof d'histoire géo qui disait un État, on peut raconter tout ce qu'on veut, la séparation des pouvoirs, le machin. Un État, c'est le monopole de la violence. Théoriquement, un État, c'est le monopole de la violence. Et son point de vue, c'était un État, c'est quelqu'un qui, à un moment, si ça va trop loin, est capable de faire respecter la loi violemment. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais le point étant, dans un network state, a priori, c'est pas trop l'idée générale, même si Praxis donne des trucs du style il y aurait une police, machin, n'importe, ça devienne pas n'importe quoi, ok. Mais globalement, c'est pas quelqu'un qui est capable de se défendre contre des agresseurs. Donc, la diplomatie me semble encore plus facile, puisque là, en gros, hein, dans un network state, on parle de vision, on parle de philosophie, on parle d'argent, on parle de trucs qui ne devraient pas poser, à partir du moment où la question de la terre est résolue, ça ne devrait pas poser de problème aux autres. Le régime d'impôt, autant qu'ils permettent pas le blanchiment d'argent ou ce genre de trucs, bon, bah, très bien. Est-ce que simplement Alexandre, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis avant que tu continues, parce que j'ai le sentiment quand tu parles de monopole de la violence que la subordination, c'est le monopole de l'argent. Et finalement, là, depuis tout à l'heure, on parle de libertariens qui sont quasiment tous des milliardaires. Et c'est plus facile d'avoir un levier à l'échelle de la planète en disant, bah, on existe parce qu'on a du poids, parce qu'on a beaucoup d'argent. Et potentiellement, si on a de l'argent, on a une armée ou en tout cas, on a un pouvoir sécuritaire qui est assez fort et ce qui nous permet soit d'embaucher beaucoup de monde, soit de créer des infrastructures, qu'elles soient décentralisées ou non, qui permettent d'avoir un levier. Et j'ai un peu le sentiment que c'est ce qu'on retrouve dans un bouquin que j'ai trouvé passionnant, dont on parlait en off de l'émission, qui s'appelle L'heure des prédateurs de Giuliano d'Ampoli, et qui vient en fait parler de cette structuration des hommes politiques qui, il y a très longtemps, étaient finalement des dictateurs, aujourd'hui sont revenus à des schémas de démocratie, et finalement aujourd'hui les nouveaux dirigeants seraient plutôt les dirigeants de la tech, et ce qui fera une transition tout à l'heure à Elon Musk et Pavel Durov sur leur notion de network state. Mais finalement, est-ce que l'argent est pas prédominant dans la création de ces États? C'est une excellente question. Pour l'instant, au moment où on se parle, j'ai envie de te dire non. Pourquoi? J'ai envie de te dire non parce que tous ceux qui ont essayé de faire des cités-États se sont à un moment cassé les dents sur des choses qui dépassent le cadre de l'argent simple. Parce que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es capable de convaincre et de faire venir les utilisateurs, on va les appeler. Et pour ça, il y a un parallèle très simple, c'est toutes les startups qui lèvent des fonds de manière démentielle, qui ont des budgets gigantesques et qui, pour autant, n'ont jamais réussi à faire venir les masses critiques, n'ont jamais réussi à dépasser un Facebook, n'ont jamais réussi à dépasser un Snap, n'ont jamais réussi à dépasser les marques qui sont en place aujourd'hui. Il y a une époque, c'était Quibi, une startup qui pré-lancement avait levé de mémoire 800 millions de dollars, un truc délirant avec des anciens cadres de Disney et tout ça. Ils ont eu beau cramer tout ce qu'ils voulaient en marketing, ils ne sont jamais arrivés à passer parce que pourquoi? Le produit, la communauté, l'effet de réseau, peut-être même le design, tout ça n'était pas assez bon. Et on va voir avec Praxis, ils ont 500 millions de dollars alloués à ça.
ils sont backés par des gens qui sont capables de remettre des milliards s'il le faut. On va voir si ils vont réussir au-delà de leur, on va dire leur cocon initial, de faire prendre et qu'il y ait des gens qui se disent bah ok, moi je suis hors de la Silicon Valley, je les connais pas, mais je vais y aller quand même. Ça on verra, ça sera un bon truc. Donc, je pense que l'argent est évidemment un critère important, voire primordial. Faut pas non plus se mentir, hein, c'est clair. Ceci dit, c'est loin d'être le seul critère et il changera pas tout. Loin de là. Parce que à un moment, il y aura la capacité à, en effet, engager avec d'autres États, la capacité à les convaincre. Et les convaincre, ça va pas être que l'argent. Ça va être des problématiques d'effet de bord, de oui, mais si on vous accepte ça, alors pourquoi moi j'accepte? Et tout ça va nécessiter beaucoup de travail et beaucoup d'ingéniosité. Et je pense que, comme dans le monde des startups, hein, l'ingéniosité, la capacité d'entrepreneur ou de père fondateur, je sais pas comment il faudra les appeler, les mecs qui auront créé des network states dans 20 ans et où ça aura marché, mais en tout cas, la capacité de ces gens-là à créer des network states qui marchent et demain des États-nations reconnus, je pense que ce sera autant dû à leur ingéniosité qu'à la capacité à déployer de l'argent à un instant T. Si c'était juste ça, ce serait fait depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre assez important de milliardaires qui détient assez d'argent et qui a intérêt à payer moins de taxes. Ils auraient réglé le problème rapidement. Ouais, en fait, ce que c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'argent, évidemment, est une composante importante pour pouvoir démarrer ce type de projet, mais il faut évidemment la vision, en tout cas, ce qui va attirer la communauté et ce qu'elle va partager pour avoir cette dynamique presque d'État-nation qui serait une forme, alors on va pas dire de culture partagée, mais en tout cas d'intérêt suffisamment fort qui va au-delà finalement de la notion financière. J'ai envie de rebondir puisqu'on en a parlé tout à l'heure et pour pas à chaque fois name dropper Elon Musk, lui aujourd'hui a eu les autorisations pour créer finalement sa ville qui va s'appeler Star City. Il a même il y a très peu de temps fait une conférence de presse en disant qu'il n'y aurait pas de territorialité sur Mars et qu'on va y aller très rapidement. Qu'est-ce que ça t'inspire? D'abord peut-être pour commencer pour Star City, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place et quelle est un peu sa vision? Parce que accessoirement avec X, il a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Il est en train de transformer ce réseau social en finalement Everything Platform, un petit peu comme l'application WeChat en Chine avec bientôt une capacité de paiement. Il a pas mal parlé du Dogecoin, qui est différent du Doge, hein, évidemment, mais voilà, là, il y a la messagerie cryptée qui est arrivée il y a assez peu de temps, donc il y a plein d'innovations. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Est-ce que le danger, c'est pas que finalement, sous prétexte de créer un network state et une ville, il se fasse un peu son kiff de milliardaire à faire son état privé? C'est une excellente question. J'ai du mal à savoir où il va en fait. C'est-à-dire que quand j'analyse le truc, il fait des choix alors encore une fois, qui me semblent pas parfaitement rationnels parce que il décide, mais toute proportion gardée évidemment, mais il décide d'aller en politique et de soutenir avec toute la force qu'il pouvait mettre. Hein. Donc à la fois, il a mis son image, son temps, son argent. Il a pris des risques sur ses sociétés, mais il a pris des risques d'image qui d'ailleurs ont payé un temps, ou sont en train de se retourner contre lui, c'est compliqué. Il a quitté, enfin je sais pas quand est-ce que ce sera publié cet épisode, mais il a quitté le Doge il y a 4 jours officiellement, 5 jours. Donc, enfin il a quitté le gouvernement américain de manière générale. Je sais pas exactement où il veut s'orienter, parce que en fait, ce qu'il fait aujourd'hui avec Starbase, dans la première version, les premières itérations, c'est ni plus ni moins qu'une cité d'entreprise des années 50 à 70. Hein. C'est ni plus ni moins que de dire ok, on va loger les employés, les gens qui vivent avec eux, ils auront de bonnes conditions de travail, ils auront pas beaucoup enfin ils seront plutôt chez eux parce qu'il faut beaucoup travailler, mais du coup on réduit les temps de trajet, les machins, les trucs. C'est un truc qu'on a vu arriver plein de fois dans l'histoire et je crois que c'est en France, EDF et tous les grands groupes qui appartenaient à l'État avaient ces fameuses cités d'entreprise où elles logeaient leurs employés, la famille des employés, et puis c'était sympa, et puis en fait c'est tombé en désuétude dans les années 80, les trucs sont devenus des bâtiments à l'abandon et les bâtiments ont été retapés, sont revenus dans le privé du coup, en tout cas dans le diffus, et puis voilà, ça a tourné. Donc, pour l'instant, moi c'est comme ça que je vois le truc. Maintenant, en effet, connaissant le bonhomme et connaissant la vision qu'il a, parce qu'il veut créer, clairement, là, je te rejoins à 100%, créer une super app avec X, cette super app, il a fait un truc qui est quand même très différent de WeChat. C'est que sur la super app, alors je sais pas s'il l'a fait exprès ou si c'est ce qui s'est passé, mais beaucoup de gens ont quitté l'app. Des gens notamment qui n'étaient pas d'accord avec lui.
Ce qui est hyper important, parce que WeChat, c'est utilisé par quasiment tous les Chinois, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. Alors, encore une fois, on verra ce que ça veut dire en Chine, d'accord ou pas d'accord, mais ils utilisent plus ou moins tous WeChat. Elon Musk, il a fait un coup où il a tous les gens qui sont fondamentalement d'accord avec lui, ou en tout cas qui aiment sa manière de voir les choses, ont vachement adhéré à la plateforme, et beaucoup sont partis. On a vu à un moment, je crois, 20 millions d'utilisateurs sur Blue Sky. Beaucoup ont delete l'app, beaucoup de marques ont delete l'app, beaucoup de marques ont arrêté d'advertiser, et ainsi de suite. Très bien. Mais ce qui fait que il joue un jeu de super app et il joue un jeu de personal branding. Alors, il joue le jeu de personal branding depuis tout le temps, Elon Musk, c'est pas nouveau. Mais là, il l'a poussé à un cran plus loin puisqu'il détient demain, si c'est un network state, le futur média national, si tu veux. C'est comme si l'État détenait le monde, enfin, ou en tout cas oui, si le monde, enfin, non, la plateforme qui permet de diffuser les trucs. Mais bon, il peut derrière, il peut toucher les algos, machin, même si entre guillemets, il explique que ce qu'il veut, c'est un maximum de liberté. Il a de quoi quitter la Terre. Je sais pas si tu as vu, il y a eu une annonce il y a quelques jours aussi de l'objectif pour Mars, où la dernière étape était expliquée comme être moins dépendant de la Terre. C'est quand même incroyable dans un pitch professionnel qu'on se dise c'était limiter la dépendance à la Terre. Ce qu'on ressentait même derrière, c'était l'idée de se dire que même les États-Unis auraient pas forcément leur mot à dire sur ce qui se passera sur Mars, étant une nouvelle planète, donc les intérêts privés prévaleraient sur finalement les intérêts des nations. Exactement. Et je pense que aujourd'hui, Elon Musk, mon analyse, et encore une fois là je me trompe peut-être, je suis voilà, mais c'est qu'il a quitté le gouvernement récemment parce que il s'est dit que il n'était pas assez influent, paradoxalement, sur les grandes décisions. Parce que Trump lui a, avec des trucs un peu subtils, mais lui a fait comprendre que le patron, c'était lui. Et donc je pense qu'il est assez frustré de ça. Je pense que pour lui, c'est un problème. Et je pense qu'il se dit, en revenant dans le privé, en accélérant la course à Mars, en accélérant le fait que je tienne peut-être une centaine de millions de personnes qui sont d'accord avec moi et j'ai la capacité de communiquer avec eux de manière régulière et ainsi de suite. En plus de ça, bon, j'ai une boîte comme Tesla qui a quand même une importance, donc on va éviter de trop m'emmerder parce qu'il y a quand même des emplois. Je recrée des emplois en local. J'ai une marque qui quand même, ça a été compliqué récemment, mais a fait rayonner les États-Unis à l'échelle mondiale et ainsi de suite. J'ai une boîte d'IA. J'ai une boîte d'IA qui est en train de devenir de plus en plus efficace. Il vient de relever 650 millions aujourd'hui ou hier avec Neuralink. Il a une force de frappe, je pense, qui est pas encore parfaitement organisée au sens où il y a des différents actionnaires, des trucs, donc je pense qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Mais il a une force de frappe où aujourd'hui, son jeu, ça va être de se dire, soit je joue au Network State, soit en effet, je joue à la conquête spatiale et quand j'arrive là-bas, c'est moi qui suis allé, je dis que ce carré-là, c'est à moi. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand on a envoyé des gens sur le continent américain, c'est les États qui payaient. Alors, pas que, mais en gros, ils y allaient au nom d'un État. Je reviens du Pérou. Le Pérou, quand ils t'expliquent leur histoire, ils disent les Espagnols ont débarqué. Pourquoi? Parce que l'armée, il y avait le machin, le truc. Et donc, l'État était venu. Aujourd'hui, il est financé, lui, par du privé sur SpaceX. C'est purement... Alors, il y a des contrats, oui, mais c'est des contrats, c'est du chiffre d'affaires, quelque part. Ils ont le droit de plus lui passer de contrat s'ils n'ont pas envie. Les financements, ils sont privés. Donc, il envoie quelqu'un là-bas, il peut très bien dire, bah, ce lopin de terre, il est à moi. J'en fais ce que je veux et je mets les lois que je veux dessus et j'utilise du Bitcoin ou du Doge ou du je ne sais quoi pour en faire ma monnaie. Mais là, c'est vrai qu'on se heurte à un... Enfin, moi, je me heurte quand je réfléchis à ça, à un changement de paradigme tellement fort que je ne sais... J'ai du mal à envisager probablement tous les cas de figure de qu'est-ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce que peuvent lui dire les États-Unis si demain il dit ce carré-là, il est à moi et j'en fais ce que je veux. Les États-Unis ont pas droit de quoi que ce soit sur Mars. Ils peuvent toujours l'emmerder aux États-Unis en lui disant oui, tes entreprises ont les taxes plus, on t'enlève les droits de faire décoller quoi que ce soit, donc on t'enlève si ça c'est possible, on va dire le trajet, on bloque le trajet quoi. Mais bon, il ira voir un État plus petit qui aura une base pour pouvoir décoller et puis il paiera l'État en question et puis voilà. Quand quelque chose appartient à personne, c'est la nouvelle frontière quoi. C'est-à-dire que t'as plus de règles.
Et Ouais, t'as ouais, d'autres. c'est hyper intéressant. J'ai envie de rebondir là-dessus. Peut-être juste un mot avant pour dire que très récemment, il y a un proche d'Elon Musk qui devait être le nouvel administrateur de la NASA et qui a été retoqué. Donc ça, c'était un peu un camouflet pour lui au-delà de sa relation avec Musk. Et que malgré tout, il y avait un peu une confusion et des genres à beaucoup de niveaux parce que tu dis qu'il a des recettes privées, certes, mais la NASA est aujourd'hui sur SpaceX, finalement, l'entité qui va venir payer énormément d'argent. Donc c'est aussi une forme de confusion des genres. Mais simplement pour rebondir sur ce que tu dis sur la territorialité, j'allais dire, terrestre ou extraterrestrial, je sais pas comment dire ça. La Chine va bientôt revenir sur la Lune, sur la face cachée, dite cachée de la Lune. Et en fait, ça inquiète aussi évidemment beaucoup les États-Unis en disant bon bah s'ils vont là-bas, en fait, ils vont exploiter un certain nombre de territoires, de terrains qui vont s'approprier. En effet, on se retrouve dans un phénomène, d'après moi, hein, une sorte de phénomène de guerre froide, où il y a une conquête de l'espace, mais une conquête du scientifique de manière générale. Quand tu te rends quand même compte, prenons juste un épiphénomène d'il y a quelques semaines ou mois maintenant. Quand DeepSeek a sorti son ChatGPT-like, les bourses ont complètement plongé. Comment ça se fait que deux boîtes non cotées, hein, aucune des deux n'est cotée, parce qu'elles sortent des produits qui se ressemblent, fassent effondrer pendant quelques jours la bourse américaine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est remonté dans un phénomène de guerre froide où, cette fois, il y a deux acteurs, comme à l'époque, qui s'affrontent sur la suprématie économique que les États-Unis veulent quitter. Donc c'est là où il y a un truc qu'on a un peu de mal à expliquer. La suprématie technique, ça c'est clair, net et précis. Technique, technologique, j'entends. Ça c'est clair, net et précis. Et évidemment la conquête de l'espace et la conquête potentiellement du soft power. Où là les États-Unis sont évidemment largement en avance, mais il y a de plus en plus de gens qui disent, et on l'a vu avec des mouvements alors, vaguement complotistes, mais qui remettent vraiment en cause, j'entends des gens comme toi et moi, monsieur tout le monde, qui remet en cause l'hégémonie américaine, ne serait-ce que d'un point de vue culturel, culturel de manière générale, quoi. Ouais, ouais, et peut-être pour boucler la boucle, parce qu'on a parlé d'Elon Musk et de Star City et Starbase, Pavel Durov aussi, alors lui pour le coup, il est vraiment reconnu comme un libertarien, même si récemment il a été épinglé par des médias indépendants russes sur son lien supposé, lui qui avait décrit le fait d'être parti de la Russie. Et on sait qu'entre 2017 et 2021, il y allait plus d'une centaine de fois. Et récemment, il allait en France, il a dû sans doute partager aussi des informations. Mais en tout cas, il a un réseau à travers Telegram de plus, je crois que c'est presque, enfin, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui utilisent son application. Là aussi, lui se définit comme un citoyen du monde aujourd'hui avec sa volonté depuis le départ de finalement divulguer aucune information ou le minimum parce qu'il se décrit comme un libertarien. Qu'est-ce que ça peut nous dire de ce qu'il pourrait créer et la manière dont il pourrait transformer Telegram en tant que network state, puisque je crois qu'il avait, qu'il est en train, il a même levé de l'argent pour avoir une monnaie numérique directement sur Telegram, qui est en train de rajouter énormément de features pour que ce soit plus simplement une application d'échange et finalement un vrai réseau d'échange d'informations. Voilà, et j'ai deux questions par rapport à ça. Ça peut être quoi le but et la transformation de Telegram? Est-ce que ça peut devenir un network state? Et quel est son intérêt personnel? Est-ce qu'il va pas avoir trop de puissance à un moment donné? Alors, moi, dans le cadre de Telegram, j'y crois beaucoup moins. Moi, je pense que Telegram, il est beaucoup plus loin de ça. Je, tel que moi, après, je connais moins le bonhomme que j'ai regardé Elon Musk. Mais par contre, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il joue un jeu de super app. C'est super app pour tous les gens qui n'ont pas envie. Mais Zuckerberg joue le jeu de la super app. C'est juste qu'il joue le jeu de la super app grand public, tu vois. Vanille. Pavel Durov, il joue le jeu de la super app un peu shady. Je pense que c'est ça son game. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il soit pionnier. Je te dis pas qu'il le fera pas si jamais d'autres commencent à le faire et à agréger les trucs et on voit que ça marche. Mais je pense pas que ce soit son play initial. Je pense que son play initial, c'est un truc très décentralisé, justement, qui soit un moyen de contourner la nationalité. Je vois pas forcément lui vouloir créer ce genre de truc. Ou j'ai peut-être raté des choses, hein, parce que encore une fois, je connais moins ses sorties et j'avais suivi l'affaire en France, mais je connais moins ses sorties. Je pense que c'est plutôt un mec qui essaye de faire une super app qui se substitue aux États en cas de besoin. Ce qu'il raconte avoir fait en Russie. Reste à prouver, mais ce qu'il raconte avoir fait en Russie.
si on revient sur la genèse fondamentale des network states, on a beaucoup parlé de libertariens ou de milliardaires, on l'a vu en disant, bah voilà, ils peuvent avoir des objectifs différents, la notion d'argent et la notion de pouvoir, potentiellement pouvoir militaire. Maintenant, il pourrait y avoir plein de cas de figure dans lesquels ça pourrait avoir un intérêt de créer une communauté qui se transformerait en network state et potentiellement en État. Je vais en prendre plein et je suis curieux qu'on puisse échanger un peu là-dessus, d'autant que toi, d'un point de vue professionnel, c'est un petit peu ce que tu es en train de mettre en place avec des schémas de communauté avec des résidences. Ça pourrait être sur l'écologie, ça pourrait être sur la spiritualité, ça pourrait être sur des approches sociales de regroupement de gens qui ont envie de créer une nouvelle forme j'allais dire, d'éco-partage ou de socialisme. Ça pourrait être sur la création de petites communautés, soit ethniques, soit très très spécifiques. Ça pourrait être sur des schémas d'éducation très différents, en disant bah voilà, on se réunit avec des gens pour qui on a envie d'éduquer nos enfants d'une manière très très spécifique. Comment est-ce que tu vois cette évolution de petites communautés qui partagent des choses qui sont très fortes entre elles, qui ont envie, alors je vais pas reprendre l'exemple des kibbutz en Israël, mais qui sont vraiment dans cette idée de partager des sujets qui sont extrêmement prégnants pour eux et d'aller un cran plus loin que le fait de s'agglomérer dans un village perdu en France. Écoute, très clair. Alors déjà, je voudrais moi préciser un truc qui est hyper important, parce que c'est le fondement de moi, ma pensée. Enfin, bon, je, je pense que l'erreur serait d'avoir des communautés trop fermées. Je m'explique. Beaucoup des network states, et Balaji, d'après moi, tombe un peu dans cette erreur parfois, c'est de dire, et Praxis, pour le coup, c'est en plein dedans, on se regroupe entre nous, on est les meilleurs, on fait ce qu'on veut, et on s'isole, entre guillemets. Je pense que, selon moi, le grand piège, il est là. Il est là pour deux raisons. Un, parce que c'est probablement pas bon, et je vais expliquer mon point de vue là-dessus. Et deux, si tu veux réussir à arriver jusqu'à l'état network state, et donc ça veut dire convaincre les autres que t'es bénéfique à la communauté internationale, t'as certainement pas intérêt à t'enfermer. Parce que sinon tu deviens une secte ou ce genre de choses, et là ça devient extrêmement dangereux. Et surtout ton niveau de chance de réussite dans le fait de devenir un network state, à mon avis, il est de zéro. Pourquoi c'est pas bien de s'enfermer? C'est parce que aujourd'hui on le voit, toute communauté aujourd'hui fermée ou tout pays fermé et isolé finit par se recroqueviller sur lui-même et mourir lentement, ou en tout cas être en retard par rapport aux autres. La Chine, qu'on critique souvent, est quand même un pays qui s'est énormément ouvert depuis des années. Alors oui, évidemment, on peut pas aller regarder partout tout ça, mais aujourd'hui, les Chinois viennent chez nous, on va chez les Chinois, tu peux faire des vacances en Chine. Enfin, ça reste un pays ouvert. C'est un pays qui a gagné énormément en développement quand il a commencé à commercer avec les autres, et c'est un pays qui, contrairement à ce que certains peuvent penser, qui n'a pas envie d'un isolationnisme. C'est un pays qui a besoin de commercer, c'est un pays qui a besoin d'ouverture. Et je pense que toute communauté, que ce soit un pays, que ce soit une communauté, peu importe, ont besoin d'ouverture. Donc ça déjà, c'est vraiment le premier point de base, c'est-à-dire que quand on va créer des communautés, il ne faut pas créer des communautés fermées, des communautés qui seraient sectaires, parce que sinon elles vont se rabougrir sur elles-mêmes et, à mon avis, rapidement disparaître. Quand tu le vois, quand il y a des clubs d'affaires qui sont trop fermés, que un ou deux membres, pour X ou Y raison, partent alors qu'ils sont trop influents, le truc disparaît. Pourquoi? Parce que c'était pas assez ouvert. À l'inverse, des clubs assez ouverts peuvent perdurer depuis des décennies, même si ils sont peu efficaces ou quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang neuf tout le temps, des nouvelles idées, des nouvelles personnes, et ainsi de suite. Ce qui a fait la force par exemple, de l'Europe à la Renaissance, c'était l'échange des idées entre les peuples. Voilà, je pense que ça, c'est hyper important. De laisser les communautés ouvertes. Ensuite, je pense que pour le coup, par contre, on va voir, et ça, c'est dans tous les cas, c'est prégnant depuis le début on va dire, de l'internet, du web 2, on va appeler ça, c'est la création de communautés qui se regroupent autour d'une idée maîtresse. Tu l'as dit, communauté spirituelle, communauté de cuisine, communauté de ci, communauté de ça, et elles se retrouvent souvent autour de ça avec un business model accepté par tous. C'est-à-dire, soit c'est un club et il faut donner un peu d'argent, soit c'est parce qu'il y a une personne qui vend un produit, et ainsi de suite, soit c'est parce que, peu importe le modèle. Et donc ça va commencer, à mon avis, à évoluer dans des petits formats de network site, c'est-à-dire avoir des espaces physiques, qui pour l'instant sont juste des espaces privés, hein,
On peut le voir, on peut le voir, des coworking spécialisés sur les sujets de développement durable. C'est un premier petit point. Si c'est ces coworking de sujets développement durable, il y a 3 boîtes à l'intérieur qui exit pour 2 milliards, cette communauté, elle perdurera. Ils la financeront mieux. Et donc, il y en aura 10. Et donc, demain, ils diront, attendez, maintenant, on a potentiellement un poids politique. Maintenant, on peut demander à faire passer une loi. Ok, c'est un premier truc. Et on peut faire des logements où on l'offre aux familles, un peu ce qu'a fait Elon Musk, et ainsi de suite. Et petit à petit, tu te développes. Donc, pour moi, les embryons des network states, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur des communautés ouvertes, mais des communautés qui vivent d'une idée commune. C'est le cas, je pense, je l'ai cité tout à l'heure, mais de Brian Johnson, où de plus en plus de gens utilisent son appli, de plus en plus de gens lui écrivent. C'est plus juste une sorte d'influenceur. Ouais, c'est devenu une way of life quelque part, une manière de vivre. Exactement. Exactement. Et donc certes, eux, ils ont un gourou, on va l'appeler comme ça, mais c'est pas le gourou qui est important d'après moi dans ce sujet-là. C'est que les gens ont envie de reprendre leur santé en main et les gens ont envie d'être potentiellement immortels. Alors oui, ils vendent des trucs, oui, ils structurent la communauté, mais je pense que dans les années qui viennent, c'est pas parce que lui disparaît que les gens arrêteront de penser qu'ils ont envie de vivre mieux plus longtemps et ainsi de suite. Et donc, s'il a structuré quelque chose d'assez solide, quelqu'un reprendra, un groupe reprendra, un board reprendra, on verra voilà ce que ça dit. Et Brian Johnson, je ne serais pas étonné que demain, il achète un bâtiment physique, il achète un ancien camping, il le retape en disant vous pouvez venir 2 mois de l'année et je vous remets sur les bons rails pour après repartir. Qu'il améliorerait les zones bleues qui existent aujourd'hui, quoi. Exactement. Et en fait, si tu veux, c'est la première étape. Et derrière, il pourrait juste faire changer une loi en disant tout ce qui est innovation sur la longévité, tant que ça dépasse pas un certain niveau de complexité, vous venez pas regarder ce qu'on fait. Je pense que ça pourrait être accepté. J'ai 2 questions là-dessus. La première, est-ce que finalement le meilleur des deux mondes, ce serait pas une logique et top-down et bottom-up? Top-down, ce serait de dire, bah en fait, c'est un praxis qui décide à la base d'en haut en levant beaucoup d'argent et en influant sur une communauté très large. Et bottom-up, qui serait ces petites communautés éparses, physiques, très concrètes et qui échangeraient les unes avec les autres avec un espèce de praxis. Mettons que Praxis c'est une verticale autour de l'écologie, que t'es plein de petites communautés bottom-up qui se réfèrent à Praxis et qui, dans un schéma de grosse centralisation, vont venir apporter des idées avec des petits espaces très autonomes. Tu prêches le plus convaincu de la planète, je pense. Moi, mon idée, si tu veux, derrière ce qu'on fait chez Will Labs, c'est pas de dire on va créer un network state ou des network states. C'est pas mon sujet. Moi, mon sujet et ce que je défends depuis le début, c'est d'être l'App Store des network states. C'est en fait de donner tout le backup pour que des gens aient des idées. En fait, moi, j'ai pas assez d'idées pour contenter tout le monde. Moi, en fait, j'ai 30 ans, j'aime le sport, j'aime la tech. Qui suis-je pour expliquer à quelqu'un que je vais lui faire un network state sur la longévité? En fait, j'ai pas la connaissance de Brian Johnson et j'ai certainement pas sa passion pour ça. Si je peux mourir tard, ça me va, mais ça m'obsède pas tous les matins. Qui suis-je pour faire un network state sur la spiritualité, tu vois, du type, j'en sais rien, hindouiste, alors que j'ai zéro culture sur le sujet. Je suis personne. Je ne sais pas ce que ça demande. Je ne sais pas ce que les gens veulent. Je ne sais pas comment il faut construire. Je ne sais pas ce qui fait du sens. Je ne sais pas ce qui les repousse. Et ainsi de suite. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui savent faire ça et il y a des gens qui sont passionnés par ça. Il y a des gens qui sont passionnés par la cuisine, il y a des gens qui sont tout ce que tu veux. Nous, ce qu'on essaye de faire chez Will Labs, c'est d'un côté de leur dire, nous, on va vous aider à construire l'endroit, sourcer l'endroit, défendre vos permis, mettre en place les technos qui vous permettent de faire tourner l'endroit sans que ça devienne n'importe quoi. De l'autre côté, on dit à des investisseurs, ces gens-là ont besoin de financement. Vous pouvez avoir un rendement qui est supérieur à ce que vous auriez sur de l'immobilier traditionnel, mais si jamais ils se sont trompés, vous financez quand même de l'immobilier. Donc le risque que vous prenez n'est pas gigantesque. Et c'est ça qu'on essaye de faire rencontrer. Quand je dis un App Store, en fait, ça veut rien dire, parce que l'App Store, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais on est une colonne vertébrale pour que les network states fonctionnent. Mais je ne crois pas, moi,
aux gens qui disent je vais lancer un network state, voilà mon idée. Ça ressemble à une forme complètement sympathique, hein, évidemment, mais à une forme de dictature. Moi, ce que je dis, c'est pas ça. Moi, je dis voilà les fondements principaux. Moi, je vais vous aider à créer votre démocratie, si tu veux. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait un leader. Évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise ok, on va à peu près faire ça, ça on l'enlève, ça on le garde pour que tu vois, ça ne devienne pas n'importe quoi. Mais par contre, je peux pas créer un network state en disant ok, on va recruter 2 millions de personnes si en fait je connais 5% des passions et des envies et des besoins de ces 2 personnes. Par contre, je peux leur fournir un backbone. Je peux leur fournir une tech qui dit les gens dans cette zone-là ou les gens de tel type, ils ont l'air d'aimer ça, 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 ça. Si tu as bien fait tes recherches et que tu as bien calibré ta communauté, ça devrait marcher. Donc on peut l'expliquer ça à un investisseur. Donc on peut expliquer ça à un promoteur qui va devoir prendre le risque de te construire ton endroit. Donc on peut l'expliquer à la ville. Pour les gens qui nous écoutent, ils vont peut-être se dire, en fait, là, vous nous parlez d'associations, soit d'entreprises, soit de communautés. Je comprends pas trop comment le network state s'insère là-dessus. Toi, ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, ton entreprise, elle a une vision plus large, mais plutôt de créer une forme d'architecture qui permette aux gens qui ont des idées de créer leur propre communauté. Mais ça serait quoi la vraie différence, finalement, entre le fait de créer une communauté, créer un network state, créer une entreprise, créer un network state et voilà, beaucoup vont nous dire non mais là vous êtes en train de craquer mentalement à vouloir créer un pays, vous êtes dans un délire complètement mégalo, le network state c'est très sympa mais en fait vous voulez créer des associations, des communautés ou des entreprises. Moi, je suis pas très éloigné de cette vision parce qu'en fait, c'est une question de point de passage si tu veux. Le point de passage numéro 1, c'est créer une association ou une entreprise qui se retrouve autour de valeurs communes. Parce que tu ne peux, enfin, mon point de vue, c'est que tu ne peux pas partir en te disant je vais créer un pays. À la limite, tu finiras peut-être par te raccrocher à un network state. Peut-être que toutes les communautés longévité se raccrocheront à un network state longévité générale avec des micro-règles, micro-lois, micro-produits différents. Mais je ne pense pas qu'on ait autant de network state qu'on aura de sociétés. De sociétés, d'entreprises, hein, j'entends. Ça, je pense que c'est enfin, c'est bien trop compliqué. Donc, en effet, je suis assez d'accord avec, si on avait des détracteurs qui nous disent ça dans les commentaires, je serais assez d'accord avec eux en leur disant, c'est les premiers points de passage qui permettront, dans un futur plus ou moins proche, de créer des network sites. Et le passage d'entreprise à network state, on en a parlé tout à l'heure, c'est très simple. C'est le moment où il finira par y avoir une reconnaissance d'un ou plusieurs États. Mais je pense que ça va prendre du temps. Donc je pense que la réalité, en tout cas la réalité business et la réalité du chemin d'innovation que ça va prendre, c'est dans un premier temps des communautés beaucoup mieux structurées qu'elles ne le sont aujourd'hui sur un Discord. Parce qu'elles auront un endroit physique, privé, notamment, parce qu'elles auront des outils potentiellement propriétaires, et parce qu'elles auront fait committer aux gens un engagement beaucoup plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, tu achètes une maison pour vivre dans une communauté longévité, tu prends un engagement très important. Tu prends un engagement qui est potentiellement un engagement entre guillemets d'une vie ou d'une vingtaine, 25 années. Et donc ça n'a rien à voir avec juste acheter une app à 5,50 sur Internet que tu peux couper au bout d'un mois. J'ai envie de rebondir sur un sujet un peu plus large parce que ça nous emmène évidemment. Alors peut-être que certains vont penser qu'on va dans tous les sens, mais finalement on se raccroche un petit peu aux éléments centraux. Mais si on est dans si les gens sont dans une recherche finalement de sens, d'échanger avec des gens qui ont des valeurs ou des sujets ou des intérêts communs au travers de la création de communautés, que ce soit la création finalement de network state ou même d'État, est-ce que ça ne dit pas finalement beaucoup sur l'état des démocraties actuelles? Alors il y a un vrai débat entre les autocraties et les démocraties, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais en tout cas sur un petit peu la déliquescence qu'on voit des démocraties de manière générale, leur fonctionnement, parfois le désintérêt qu'il peut y avoir de la population, le fait que beaucoup de gens aient le sentiment de pas se sentir véritablement écoutés, même si on dit souvent que la démocratie est le moins mauvais des systèmes parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres jusqu'à aujourd'hui qui fonctionnent mieux. Qu'est-ce que ça nous dit finalement de l'état de notre société par rapport à la manière dont on vit la démocratie? Alors, moi je pense que déjà ça dit un truc, le point de départ, c'est que ça dit un truc sur notre capacité à gérer le flux d'informations extrêmement rapide
auquel nous avons accès depuis le milieu des années 2000, mais surtout depuis la fin des années 2010, si tu veux. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'ai l'impression que la déliquescence que l'on voit aujourd'hui, c'est le fait que nous soyons extrêmement bien informés et que cette information nous permette d'avoir des raisonnements qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années. Ou en tout cas, on les avait pas quotidiennement. Je discutais avec des gens ce week-end que j'apprécie énormément et qui m'expliquaient qu'ils étaient anxieux par on va dire, anxieux du futur de manière générale. Et si tu veux, je pense qu'en grande partie, cette anxiété vient d'un truc, c'est ils sont au courant en temps réel de tous les problèmes que nous avons. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que l'anxiété devient rampante, mais version américaine, se développe très vite. Deux, tu as accès aux arguments et contre-arguments, au point de s'y perdre. Avant, tu avais la télé, c'était du descendant. Entre guillemets, on disait, bah voilà les informations, puis tu pouvais en discuter avec ta famille, mais ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, tu vas sur Twitter, je pense que tu as déjà fait le test, tu as l'argument de n'importe qui soit valable, pas valable, agressif, non agressif. Et en règle générale, plus il est agressif, plus ça se voit. Et donc, si tu veux, tu te retrouves dans un truc où tu finis potentiellement par douter de tes propres valeurs, de tes propres arguments, de tes propres idées, parce que tu es bombardé quotidiennement d'idées, contre-idées, arguments, contre-arguments, et ainsi de suite. Et la géopolitique devient très peu lisible. Et on le voit, et je fais pas partie de ceux qui disent oui, c'est la faute de Trump ou la faute du truc. Non, globalement, la géopolitique est de moins en moins lisible. Et la confiance qu'on a dans les institutions, du coup, en est érodée. Et donc, je pense que cette déliquescence que tu décris, et je pense que tu as raison, elle vient de là, en fait. Elle vient du fait que tout le monde, à un moment, peut critiquer. Il y a eu des mouvements complotistes, il y a eu des mouvements qui te disent on est trop libéral, il y a des mouvements qui te disent ah bah non, il y a trop d'impôts. Et en fait, dans la même journée, tu peux entendre tout et son contraire. Et je pense que du coup, les gens ont besoin de repères stables. Parce que quelque part, on peut raconter ce qu'on veut, mais l'humain, à un moment, a besoin de repères stables. Il choisit les repères stables qu'il veut, que ce soit la famille, que ce soit l'État, que ce soit ton travail, ton CDI, voilà. Mais les gens ont besoin d'un peu de stabilité. Et donc, je pense que ça fait la part belle aux communautés, parce que dans ces communautés, tu retrouves, et c'est la grande force des vendeurs de formation ou des infopreneurs, tu sais, tout ce genre de choses, c'est de te dire ce que tu as envie d'entendre et de te dire t'as raison, c'est la vérité. Oui, dans ton boulot, ils sont pas sympas avec toi et en achetant ma formation, tu vas réussir à sortir de ça, te faire ton propre cocon, avoir plus de temps pour ta famille et gagner beaucoup d'argent. Et en fait, ils te racontent une histoire qui est rassurante, qui est stable, qui est pérenne, qui est malheureusement souvent fausse, mais c'est pas le sujet. Et donc, les gens ont envie de se retrouver autour de ces communautés, autour de quelque chose de stable. Et c'est pour ça que, notamment le Bitcoin, a si bien marché. Parce que les gens se disent, il y a un algo, on peut pas, tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas soudoyer l'algo, je fais confiance au Bitcoin. Au moins, j'ai une partie de mon capital qui est sécurisée dans un truc dans lequel j'ai une véritable confiance. Et comme il n'y a plus de doxa, au sens les gens sont pas tous d'accord sur une idée de manière générale, tout le monde n'a jamais été d'accord, mais tu avais des grandes lignes, si tu veux. Comme ces grandes lignes disparaissent, tu retrouves avec des micro-communautés. Et la capacité à créer un network state, enfin, de l'immobilier communautaire, des communautés sur immobilier, on va dire, ou sur parcelle, puis un network state, vient de là. Vient du fait que tu as une perte de confiance. Cette perte de confiance, chaque jour, elle s'accentue. Et chaque jour, elle devient de plus en plus difficile à comprendre et à appréhender. Et quand tu comprends pas, tu rejettes. Tu finis par rejeter. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que on vient a priori tous les deux du monde de la tech. On voit souvent des startups qui viennent disrupter des marchés complets, et avec des grosses entreprises, boîtes du CAC 40, boîtes du S&P 500, qui finalement se font disrupter et parfois, même au bout de quelques années, sont complètement à la ramasse. Est-ce que là, cette notion
finalement de prime à l'information, puisque ce que tu décris, c'est de dire que finalement la déliquescence des sociétés, c'est le fait que l'information, que ce soit à travers Internet, l'IA et surtout les réseaux sociaux, qui sont une caisse d'amplification, sont vecteurs d'une forme de vérité qui est complètement manipulée, dans le sens où celui qui martèle le plus son message, finalement, est dépositaire de la vérité. Et est-ce que le dernier rempart, finalement, des démocraties, c'est pas de reprendre en main le fait de contrôler l'information avec le sujet de la neutralité des plateformes? Si c'est pas le cas, finalement, les entrepreneurs de la tech qui sont finalement les dépositaires de cette autorité-là, seraient pas en train d'hacker l'État? Moi, je pense fondamentalement. Je sais pas si c'est exactement ce que tu as dit. Par contre, ce que je sais, c'est que je pense que l'État est en train de se faire disrupter, on ne le voit pas. Et est en train de se faire disrupter de tous bords. Pourquoi? Parce que tu as une attaque sur la monnaie d'un côté, tu as une attaque sur la capacité à prendre des décisions de l'autre. Et là, je reviens sur mon point d'IA sur lequel peut-être je fais une petite fixette, mais l'IA poussée à un niveau assez important sert à prendre, on dit toujours oui, ça sera mieux en médecine parce que les décisions seront plus pragmatiques, on enlève l'humain, donc le potentiel d'erreur est moins grand et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on a trouvé un jour un sous-jacent sur lequel il y a un plus grand potentiel d'erreur que de la politique? Je veux dire, en politique, l'erreur, c'est la base du truc, si tu veux. Donc, en fait, moi, ce que je me dis, c'est demain, il y a peut-être des gens qui vont dire, et ça fait partie des trucs que nous, on travaille via notre plateforme data, mais encore une fois, à niveau infinitésimal, c'est de dire, est-on capable de construire une ville mieux si on est purement pragmatique? Et là, je pense que tu as une deuxième attaque à l'État. Donc, tu en as une première qui est la monnaie, tu en as une deuxième qui est celle-là, et tu en as une troisième qui est, dans tous les cas, que le network state ou pas marche, c'est un autre sujet, mais dans tous les cas, le digital nomadisme. Dans tous les cas, aujourd'hui, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de bouger. Combien Ça s'appelle des citoyens du monde. Voilà. Avant, ça s'appelait des exilés fiscaux. Bon, Ouais. c'est plus sympa comme ça, tu me diras. Mais moi, j'ai plein d'amis qui sont, une fois, soit la première vente de boîte faite, soit parce qu'ils ont une activité qui ne demande aucune implantation géographique, sont partis vivre à Bali, à Dubaï. Des fois, ils payent leurs impôts en France, des fois pas. Des fois, ils ont des sociétés là-bas. Des fois, ils ont des holdings. Des fois... Peu importe le montage. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es de moins en moins contraint à ta zone géographique. Demain, moi, je sais qu'aujourd'hui, même pour l'activité que nous, on a monté donc une filiale à l'île Maurice. On est en train d'ouvrir le Portugal. Je me pose quasiment pas la question, quoi. On fait des calls, ok, il y a un peu de décalage horaire. Comme je t'ai dit, j'étais au Pérou, j'ai travaillé au Pérou, il y avait du décalage horaire. C'est très simple. Et voilà. Et donc, oui, les équipes en physique sont peut-être un peu plus efficaces, machin, tout ça, mais fondamentalement, du point de vue d'un État, tu peux bouger d'où tu veux, c'est pas un gros problème. Donc, géographiquement, ils se font un peu disrupter. En termes de prise de décision, c'est pas encore réellement arrivé, mais je pense qu'à un moment, ils l'ont fait sur Palantir pour les questions de défense, ils le feront sur les questions de gouvernance d'un État. Il y a quelqu'un qui va venir avec un truc qui va ressembler à ça, et ils le font sur la monnaie. Je pense que l'État est en train de se faire disrupter. Les États, le papa, nous, l'avance, mais les États sont en train de se faire disrupter de partout. Je pense que pour un État, ce qui est hyper important, c'est de savoir comment se positionner. Et si là, on regarde l'historique, souvent l'idée, la meilleure, c'est pas d'essayer d'aller en frontal contre l'innovation, parce qu'en règle générale, ça se passe jamais bien. Là, je parle du monde de l'entreprise. Mais c'est de collaborer avec ces entreprises. Je sais pas si on peut prendre ce cas-là, mais Walmart, qui aurait pu être en difficulté à cause d'Amazon et ainsi de suite, s'est mis à collaborer, s'est mis à faire des livraisons via Internet en partenariat, s'est mis à faire récemment du cloud. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pas allés en frontal, ils sont mis à faire des partenariats avec les boîtes tech. Mais les boîtes tech, avec le nouvel entrant, entre guillemets. Et demain, le nouvel entrant, si c'est de la crypto, je pense qu'il vaut mieux. Et c'est peut-être là l'idée d'ailleurs de Trump, de faire des partenariats avec la crypto, de les encourager et de se dire, OK, on avance main dans la main, parce que l'État a quand même encore beaucoup de pouvoir, faut être honnête, on avance main dans la main, plutôt que de s'opposer. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est super intéressant et ça élargit le débat sur finalement quel est le rôle de l'État. À t'écouter, effectivement, on voit bien que l'État est disrupté
sur plein d'aspects, que ce soit la monnaie. Il y a même dans plein de pays une éducation qui est privée, une santé qui est privée. Alors on parle souvent de finalement d'État-providence avec, j'allais dire, la justice, la sécurité, on va dire les libertés fondamentales. Mais finalement, est-ce que l'État, comme un grand groupe, est pas condamné à se faire tellement disrupter qu'il va à un moment donné soit disparaître au profit de plein d'entités privées, publiques qui seraient assez décentralisées et indépendantes les unes des autres, ou être forcé de se réinventer, parce qu'on a le sentiment que ça peut nous donner, c'est que finalement plus la démocratie se construit, plus il y a de structures, de rigidité, de bureaucratie, plus la bureaucratie grandit, plus il faut des gens pour venir contrôler ceux qui payent des impôts, et en fait on a aujourd'hui, on le sait, hein, dans l'appareil administratif, plus d'une trentaine de pourcents des fonctionnaires publics qui sont simplement là pour vérifier que ça se passe bien. Et est-ce que ce Léviathan-là, un peu comme une structure énorme, n'est pas condamné à se faire disrupter? Est-ce que l'État va pas disparaître? Moi, je ne crois pas à la disparition de l'État pour une seule et bonne raison, c'est le fameux monopole de la violence de tout à l'heure. Parce que je ne crois pas... En fait, tu n'auras jamais le droit de lancer une boîte dont le concept de la boîte sera « je recrute des mecs pour potentiellement gérer un conflit ouvert Des quelque milices part ». privées, en fait. Je pense que tu pourras pas le faire. Ça existe, mais ça passe pour de la protection rapprochée et ainsi de suite. Mais on va pas privatiser la police. Je pense que l'État passera pas ce truc-là. Moi, je pense pas que l'État va disparaître. Je pense que par contre, l'État va devoir diminuer en taille de manière drastique. Ça, je pense que, enfin, en nombre de personnes, en administratif, en tout ça, je pense qu'il va devoir diminuer de manière drastique. Et je pense que l'État va devoir se réinventer. Vite. Enfin, dans un futur relativement proche. Mais je le vois pas disparaître, en fait. Un monde où il y aurait plus d'État historique me semble quand même compliqué et potentiellement un peu dangereux. Voire potentiellement très dangereux, parce que l'État, même si on peut lui reprocher ce qu'on veut, est quand même un contre-pouvoir, en effet, à Big Tech, est un contre-pouvoir à certaines grandes entreprises, est un contre-pouvoir aussi au trafic de drogue, enfin tu vois, à plein de trucs avec lesquels t'as pas envie d'avoir de problème. Donc je pense pas que l'État disparaisse, par contre je pense que ses missions vont être revues. Mais quelque part, est-ce que c'est vraiment un gros problème? Et est-ce que c'est pas déjà arrivé quand il y a eu des changements de régime, entre guillemets, si tu veux? Je veux dire, l'État aujourd'hui nous semble comme un léviathan, tu vois, qui ne bouge pas, qui est ancré, qui est la force même, tu vois, au-dessus de laquelle tu ne peux pas passer. Est-ce que l'État demain ne peut pas bouger, évoluer comme il a toujours évolué au cours de l'histoire? C'est juste qu'il faut, tu vois, allonger les fenêtres d'études. Et moi, je pense plutôt à ça. Je pense plutôt que l'État va profondément se transformer, va être aidé par l'IA. Parce que là, on dit oui, l'IA pourrait faire le travail de l'État, mais peut-être que c'est l'État qui va dire bah, je passe une commande de 500 millions d'euros par an de SaaS pour enlever un quart de mes fonctionnaires. Et après, t'as des problèmes, donc c'est-à-dire que l'État va se dire ok, comment je permets à ces personnes de faire un autre job, comment je les réinsère dans d'autres trucs, comment on fait mieux. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est avec des network states qui seront entre guillemets concurrents, une IA qui se développe hyper vite et la capacité des gens à choisir des États comme ils choisissent leur paire de chaussettes, j'exagère un peu, ça c'est aussi peut-être une opportunité pour l'État pour s'améliorer et dire ben, on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut mieux rembourser. Parce que paradoxalement, souvent ça vient avec une idée libertarienne de oui, on va arrêter de rembourser ci, on va arrêter de rembourser ça, les retraites c'est fini, machin. Et pourquoi on serait pas capable de faire mieux? Parce qu'il y a moins de dépenses ailleurs. Parce qu'on a rendu l'État efficient. Parce qu'on a fait de l'État une machine qui, de nouveau, roule parfaitement bien. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis et c'est intéressant. Après, bon, il y aura probablement plein de gens qui vont pas être d'accord avec ce qu'on dit parce qu'on porte une vision, on va dire, libérale économiquement. Je pense pas que ni toi ni moi soyons libertariens, mais finalement, si on met de côté tous les aspects purement régaliens, donc de justice, de sécurité, mettons même alors débat sur l'éducation et la santé, mais en tout cas tous les sujets autour de la loi et du respect de la loi et du respect de la protection individuelle qui sont les premières des libertés.
qu'est-ce que finalement l'État fait mieux que ce que peut faire le privé ou que ce que peut faire une entreprise? C'est une excellente question. Ce que je dirais, c'est que l'État, dans ma vision, est capable d'assurer et d'assumer un niveau d'échelle qui serait très compliqué à assumer et assurer pour une entreprise, je pense, quand même. Et donc, si tu regardes l'éducation, le risque d'une éducation purement privée étant qu'elle ne soit pas répartie pour tout le monde. Et même au-delà du débat de classe sociale ou ce genre de choses, mais ne serait-ce que d'ouvrir une école et je sais pas, une poste et puis ce genre de truc dans tous les tu vois toutes les petites communes. Je pense que là il y aurait des réflexions du genre ah ben oui, mais moi dans la commune de Arcisans avant où mes grands-parents habitent, 600 habitants, il y a aucun groupe normalement constitué privé qui va se dire tiens on va ouvrir une école là-bas pour faire je sais même pas 7000 euros de chiffre d'affaires par an, tu vois. Ça aurait aucun sens, voilà. Donc l'État permet d'assurer un niveau minimal de service qui, je pense, est quand même important, voire indispensable à un paquet de gens. Et c'est pas que tu vois, c'est pas que des réflexions très manichéennes, riches, pauvres, machin, ce genre de trucs. Il y a plein de cas de cas un peu filandreux qui font que c'est pas aussi simple que ça. Et je pense que l'État est paradoxalement assez fort là-dessus. Et je pense que ce qui le rendrait vraiment fort, c'est que sa bureaucratie gère ça avec une grande facilité. D'où l'IA, d'où les process, d'où tout ce que tu pourrais mettre pour voilà pour arriver à faire un truc efficace. Et je pense que ça, à minima, ça intéresserait pas les groupes ou les boîtes, et ce serait difficile pour elles de le faire. Alors tu pourras toujours me dire oui, mais on pourrait faire du numérique. Sauf que du full numérique, on en revient aussi. On voit quand même que quand t'es gamin, et il y a des études qui le prouvent, que quand t'es isolé, tu te développes moins bien. Quand t'es pas au contact physique, humain d'autres personnes, tu te développes moins bien, tu t'isoles, tu peux avoir des problèmes de santé quand t'es plus âgé. Et donc, je pense qu'il faut garder quand même une sorte de lien local, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, puisque dans le network state, c'est des gens qui souvent se regroupent physiquement. Ce qui prouve bien que l'argument du tout numérique ne peut tenir sur certaines choses, mais ne peut pas tenir tout le temps. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable et vous réagirez en commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Mais on a beaucoup entendu parler, je crois que c'est Alexandre Jardin qui a pris ce sujet un peu en main sur les ZFE, donc les zones de faible émission, puisque c'était une directive européenne que l'État français a décidé d'appliquer, qui obligeait finalement, alors je sais plus exactement les conditions, mais des gens qui avaient des véhicules qui émettaient des émissions avec des pots d'échappement trop lourds, etc., à pas pouvoir venir dans certaines villes. Et donc du coup, on est revenu dans un schéma qui était assez kafkaïen où moi je discutais avec un père de famille divorcé qui pouvait pas voir son enfant le week-end en se déplaçant dans une ville parce que il avait pas suffisamment d'argent pour avoir le bon véhicule électrique en question. Et donc tout ça est évidemment un sujet de réalité pour beaucoup de Français. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à un moment donné, l'État, ce Léviathan qui au-delà même des dispositions, des réglementations européennes, je rentre pas dans ce débat-là, mais qui décide de tout et qui finalement est devenu une espèce d'autocratie bureaucratique, a pas eu trop de pouvoir, s'occupe de trop de choses et pas une emprise sur la liberté individuelle des gens. Mon point de vue à moi, c'est le fameux, là c'est des décisions qui sont pas forcément prises de manière purement pragmatique, ou en tout cas avec un nombre de données potentiellement trop faible, parce que l'avantage de l'IA, c'est que tu peux lui donner un nombre extraordinaire de données et donc d'avoir des résultats qui seront plus proches de la réalité. Quitte à ce qu'il y ait toujours un humain qui valide la décision, c'est pas le sujet, mais je pense que ce genre de cas d'effet de bord, c'est typiquement le genre de choses qui, tu l'as dit tout à l'heure, fait perdre de la confiance dans les institutions, tend les gens et a tendance à cristalliser l'opinion. Et je pense que c'est le genre de choses qui serait gérable si on était capable d'être plus efficace sur les process de l'État et la capacité à auditer plus profondément les décisions. Parce que moi, je le dis par IA, mais quelque part, s'il y avait, il y a peut-être d'autres méthodes que moi je vois pas. C'est juste que je pense que c'est une bonne méthode pour le faire. Donc mon point, c'est que oui, probablement, mais je pense que c'est, comment dire, c'est un dommage collatéral
cette perte de trucs, et je pense pas que ce soit le projet, si tu veux. Je pense que c'est un dommage collatéral qui est dû à la lourdeur de l'appareil et qu'à un moment, tu peux pas faire tout pour tout le monde et donc, tu as des effets de bord. Et je pense que plus on pourrait être précis, plus on limite ces effets de bord. Par contre, je crois pas réellement qu'on puisse faire un monde sur mesure pour tout le monde. Je rebondis, c'est hyper intéressant parce que on a plusieurs fois évoqué l'IA, évidemment l'intelligence artificielle qui n'a pour le monde intelligente pas grand-chose. En tout cas, c'est des algorithmes qui fonctionnent avec les LLM, donc on va dire des sets de données très très importants et des schémas probabilistes. Il y a deux sujets qui reviennent souvent quand on parle d'IA qui peuvent faire un petit peu peur aux gens. D'abord, c'est les biais. On voit, et c'est pour ça que Elon Musk a créé sa propre IA avec Grok, XAI sur Twitter, un peu à contrario de ChatGPT et OpenAI, qui ont des visions un petit peu différentes. Pour Musk, OpenAI est une IA presque woke, et lui est beaucoup plus, enfin on l'a vu, proche très clairement de Trump, et donc sur une vision complètement différente. Le sujet des biais d'IA, il va être forcément hyper important parce que nous-mêmes, on ne sait pas exactement comment ont été construits ces algorithmes-là. Et deuxième sujet, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais l'impact social. Mettons que demain, effectivement, on arrive à automatiser, que ce soit avec la robotique et l'IA, un certain nombre de jobs. Ceux qui utilisent l'IA vont avoir une productivité, et moi je le vois au quotidien, je fais x10 sur plein de sujets. Mais il y a des gens qui sont largués par ça, qui n'ont pas la capacité ou l'envie de s'y mettre. Quid de ces gens-là? Et t'en parlais tout à l'heure sur l'accompagnement potentiellement de l'État, l'impact social. Alors, beaucoup parlent du revenu universel sur plein d'aspects, mais en tout cas cet accompagnement, voilà, biais de l'IA dans un premier temps et impact social. Ton avis là-dessus? Alors les biais de l'IA, c'est clair. Je sais plus si on avait parlé, mais j'avais écrit à l'époque une thèse enfin j'ai fait une thèse à l'université de Bordeaux sur l'IA et la création de la ville. Et un des points qui est une partie importante du manuscrit, c'est les biais dans la création de la ville. Donc si tu veux, c'était de dire l'IA est une technologie qui est emplie de culture. Quand je dis emplie de culture, c'est quoi? Elle est emplie de la culture de son créateur. Qu'on le veuille ou non. Les gens qui développent l'IA, même sans s'en rendre compte et même sans le vouloir, donnent des indications et des bases culturelles à leur IA. Pourquoi? Parce qu'une IA qui est développée par des Américains, elle va voir le monde, elle va se nourrir de données, elle va être les bases de données américaines vont être plus mises en avant, ne serait-ce que pour des raisons de facilité, qu'une IA française. Et donc, tu peux avoir des IA qui se retrouvent culturellement différentes. Et donc, cette culture différente, qu'on le veuille ou non, c'est un biais. C'est un biais. Je te passe tous les cas où, en plus, t'as des mecs ou des développeurs qui te mettent des biais parce que ils ont eux-mêmes des biais, et ils sont d'accord avec ces biais, et voilà. Et alors, je te passe encore le cas ultime où il y a carrément de la manipulation. Je sais pas si ça existe, mais on peut l'imaginer. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que pour ce genre de logiciel, tu auras du mal à avoir un logiciel. C'est pas, à mon avis, c'est pas ChatGPT, OpenAI qui va craquer le truc. C'est pas un mec, tu vois, par exemple, Palantir ne s'amuse pas à faire du LLM. Ils utilisent les LLM des autres et puis après, eux, ils ont toute l'ingénierie et tout le savoir pour faire le logiciel qui sert à la défense. Donc déjà, ils sont beaucoup plus spécialisés. Et je pense que, à mon avis, le genre de boîte qui réglera ce type de problème, ce seront ce type de boîte plutôt. Voilà. De un. De deux, potentiellement des boîtes avec des équipes locales pour comprendre la culture locale et s'approcher au plus près de la réalité. Point numéro 2. Et ensuite, point numéro 3, je pense que tu n'enlèveras jamais l'ensemble des biais. Mais, pour être rationnel, comme tu ne les enlèveras jamais chez un humain. Mais est-ce que l'open source, du coup, peut pas être une réponse à l'enfermement supposé de l'hégémonie de certains acteurs tech en disant on va mettre des modèles open source, donc plein de gens vont pouvoir construire dessus, ce qui a été le cas de DeepSeek qui a en partie repris, et après GameFace est venu par-dessus avec le modèle R1, etc. Et de dire, comme peut le faire Yann Lequin avec Faire, chez Meta, de dire, et d'ailleurs lui estime que les LLM vont être dépassés par ce qu'il appelle JEPA, Joint Embedded Project Architecture, avec de la multimodalité. Mais en tout cas, de dire, on va mettre un peu en commun tout notre savoir pour que plein de gens puissent se prémunir face aux risques, même parfois éthiques, des IA, et qu'on puisse distribuer finalement le savoir. Alors, je suis convaincu que c'est une très bonne solution. Est-ce que c'est la seule? J'en sais rien, mais c'est une très bonne solution. Et à mon avis, et là où je suis d'accord avec Yann Lequin, c'est de dire, je pense que nous sommes en train de vivre aujourd'hui
le 1998 de l'IA en termes de rapport à Internet, si tu veux. C'est-à-dire que, en fait, on est encore au balbutiement. On a l'impression qu'on a vachement avancé. Tu vois, 98, tu commençais à voir les débuts de Google, Amazon qui commence à marcher correctement, machin. Et en fait, t'es encore à des années-lumière de ce que c'est aujourd'hui, de la communication ultra rapide, du fait de pouvoir, encore une fois, travailler de Thaïlande ou de Bali, si tu veux. Pour autant, on avait déjà l'impression que c'était assez extraordinaire. Et je pense qu'en termes d'IA, on en est là. Alors après, il faut pas sous-estimer le fait qu'il y ait un truc qui s'appelle les hivers de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de grosses améliorations, notamment en gros, années 60, années 80, tu as eu deux gros blocages qui ont bloqué vraiment l'IA. Parce que l'IA, en fait, on en parle depuis les années 50. Et donc, on n'est pas à l'abri d'avoir un gros blocage, tu veux, un plateau, un truc, et en fait, on reste bloqué 10 ans, j'en sais rien. Sauf que cette fois-là, c'est un peu différent, il y a plein d'acteurs, il y a la sphère startup qui s'y est mise, il y a de gros financements, il y a des enjeux pour des gens qui n'ont pas du tout envie de perdre, genre Microsoft par exemple, avec leurs investissements massifs dans OpenAI. Et donc je pense que cette fois ça va être un peu différent, mais même avant de passer sur une AGI, une super intelligence, on voit bien déjà aujourd'hui, et tous les acteurs du conseil le montrent, l'impact à un instant T de ce que l'IA peut permettre d'un point de vue business. Donc j'allais dire, même si on a un hiver d'IA pendant 10 ans, le fait d'implémenter toutes ces technologies-là vont faire gagner en productivité probablement 13 à 15% toutes les boîtes et les États qui vont vraiment l'implémenter. Alors, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et en plus, mon analyse, c'est que je pense que cette fois-là, on n'aura pas un hiver de l'IA aussi long. Tu vois, mon point, il est double. Je parle même pas des GI parce que là, c'est encore une autre question. Mais ne serait-ce que, on prend ce qu'on a, on l'améliore. Et aujourd'hui, quand on dit IA, on pense LLM. Mais il y a plein d'autres trucs. Il y a tout ce qui est prédictif, il y a tout ce qui est, si tu veux, méthode de calcul, tout ce qui est optimisation des process, tout ce qui est automatisation. Et en fait, c'est quand tu vas mélanger tout ça, plus des améliorations, ne serait-ce que linéaires, hein, dans un premier temps, mais ce qui à mon avis en plus ne sera pas le cas, mais voilà, tu vas dans tous les cas avoir un effet de levier très très impressionnant. Ouais, pour rebondir, alors c'est pas un podcast sur l'IA, mais pour que les gens aient un peu ça en tête, en fait, les gros sujets d'évolution actuelle, c'est d'essayer de donner à l'algorithme la capacité de dire, bon bah, tu trouves un résultat, et tu vas utiliser plein de méthodes différentes, et parce qu'on va te dire à la fin que le résultat est bon, tu vas essayer de renforcer ta capacité à raisonner. Alors c'est pas du raisonnement intellectuel, mais ça permet à l'IA de changer un peu ses algorithmes et plus rentrer sur des schémas probabilistes simples. Puis il y a toute la multimodalité dont on a parlé tout à l'heure, qui est un des préceptes qui pourrait permettre à la voiture de devenir pour le coup complètement autonome, et beaucoup pensent que l'AGI viendra de cas concrets de vertical business. Et peut-être pour revenir sur le deuxième point de l'impact social, parce qu'on en a un petit peu parlé. Alors évidemment, que ce soit qu'il n'y ait pas d'hiver d'IA, mais à travers déjà ce qu'on peut voir aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont pas du tout prêts à passer le cap de se dire je vais commencer à faire un prompt, à échanger avec l'IA, j'en ai peur, je maîtrise mal ce que c'est. Forcément, il va y avoir schéma de destruction créatrice propre à Schumpeter qui va forcément arriver avec des gens, leur emploi vont être soit modifiés, soit détruits au profit de d'autres. Comment est-ce que l'État, puisqu'on en revient Network State à l'intérêt de garder, d'avoir un État, quel peut être le rôle de l'État sur ces sujets sociétaux? Ce qui me fait peur, c'est que je pense que la première idée de l'État, ça va être de réguler, interdire ou rendre le fait de se séparer de salariés plus compliqué. Et deuxième chose, ça va être d'accompagner. Ça va être de dire, bah ok, s'il y a vraiment il y a des gens ou des entreprises entières qui disparaissent, parce que là ils pourront rien y faire, on va devoir accompagner. Donc en effet, il y a quand même un truc, c'est que il faut espérer de manière humaniste que ça ne se passe pas d'un coup sec. C'est-à-dire que, et j'ai l'impression, pour être positif, que ça se dirige vers ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et tu l'as dit, et je suis totalement d'accord avec toi, aujourd'hui, ce qui se passe en règle générale, c'est que nous, on augmente notre efficacité avec IA. C'est-à-dire qu'on fait plus avec la même chose. Mais dans nos boîtes, on s'est pas mis à virer des gens ou ce genre de choses. Alors, je sais que ça arrive aux États-Unis, il y a eu beaucoup de rounds de layoff. Je sais pas s'ils sont dus juste à l'IA ou à une situation économique qui était un peu compliquée, au fait de vouloir redresser les actions qui étaient retombées. Enfin, c'est quand même un peu... Il y a plein de sujets qui rentrent en compte. Mais, d'après moi, l'État va devoir, en effet, là aussi, se mettre au diapason. Je pense que ça va être compliqué pour l'État de vraiment aider. Et je pense que, par contre, un des trucs qui me semble fondamental, c'est la formation continue. C'est-à-dire que la capacité
à former les gens, soit à utiliser l'IA, soit à faire autre chose, soit à se réinventer, soit peu importe, mais en tout cas, la capacité à se former de manière continue et à faire évoluer leur savoir de manière générale. Ça, je pense que au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est le truc fondamental. L'État va avoir un rôle. Les sociétés de formation, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, bon, la fac évidemment, c'est l'État, mais tout ça vont avoir un rôle très important à jouer. J'ai quasiment envie de te dire, les infopreneurs et les mecs qui vendent de la formation en ligne vont avoir leur part à jouer aussi quelque part. Pourquoi pas? Et je pense que la capacité des gens à se réinventer va être extrêmement compliquée. Elle va être extrêmement importante. Et ce qui va être compliqué, c'est que c'est pas un truc notamment pour les générations avant les nôtres, qu'on t'apprenait trop. C'est-à-dire qu'avant, on t'apprenait à être bon dans ce que tu fais et puis à être professionnel, machin. Mais apprendre à se réinventer, c'était pas vraiment un skill. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont le plus de valeur, c'est les gens qui ont appris à apprendre et qui ont appris à se réinventer et qui ont appris à pivoter rapidement dans un environnement très difficile à évaluer. Parce que dans la réalité, alors je suis désolé peut-être pour les gens qui nous écoutent depuis 1h50, mais tout ce qu'on dit là, c'est très bien de nous écouter, mais on peut se tromper. Parce que l'environnement aujourd'hui et la technologie évolue à une vitesse qui est extraordinaire. Et donc c'est très difficile de se dire, bah oui, je vais faire ça pendant 40 ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus et c'est pas juste un poncif, c'est juste la réalité. Par contre, apprendre à se réinventer, apprendre à composer avec des outils qui deviennent de plus en plus importants, ça me paraît primordial. Et le rôle de l'État là-dedans, c'est d'accompagner l'éducation au sens très large du terme. Et d'ailleurs, pour revenir sur notre sujet de base, tu pourras avoir des network states liés à la capacité à apprendre des choses, si tu veux. Ça peut être des choses précises, bah, on va vous apprendre à monter des boîtes, et en fait, c'est une sorte de méga école. Et quelque part, on revient sur Balaji, c'est ce qu'il fait avec la Network School, il dit à chacun, vous allez devoir vivre de vos passions, je vais vous apprendre à monter un network state. Ouais. Non, mais on a le débat qu'on a là, on aurait pu aussi l'avoir en étendant le sujet sur la blockchain pour permettre finalement à l'État d'avoir moins de biais par lui-même et donc de faciliter les échanges. Mais finalement, en fait, ça revient à parler de technologie et des transformations que peut avoir la technologie pour, j'allais dire, venir dégrossir un État qui serait devenu un Léviathan, mais en préservant le bien commun, ce que peut pas faire une entreprise qui a des intérêts économiques qui sont tout à fait divergents. Donc, malgré le débat ou parfois le fait de se faire un peu l'avocat du diable, je pense qu'on est tous les deux raccords sur la nécessité d'avoir des États et qui garantissent une forme de protection à des populations. Et moi, j'ai envie de clôturer cet épisode, si tu me le permets, avec des thématiques. J'ai envie de faire l'apologie de la décentralisation, de l'open source, des communautés ouvertes, du partage d'informations. Alors d'informations qui est pas une information trop biaisée ou en tout cas sur lequel on peut pourquoi pas faire intervenir de l'IA qui viendrait fact-checker, de l'innovation et puis une envie de proposer aux gens de continuer d'être curieux parce que ce qu'on se dit là c'est notre réflexion personnelle. Il y aura sans doute beaucoup d'avis divergents et c'est complètement ok, mais en tout cas je pense que c'est important de se nourrir d'informations parfois qui est antagoniste à celles qu'on aurait l'habitude de consommer pour se forger son propre avis et avoir un peu d'esprit critique. Et ben, écoute, c'est une très belle conclusion. Moi, juste avant de terminer, si tu veux, je pense qu'il faut rester extrêmement positif sur ces sujets. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est compliqué et c'est pas très à la mode, en plus. Mais je crois fondamentalement qu'on trouve toujours la ressource, si tu veux, pour régler les problèmes. Alors oui, il y a des problèmes, il faut surtout pas les cacher, il faut au contraire les adresser le plus vite possible. Mais je pense qu'on a vécu quand même quelques années de techno-pessimisme et ainsi de suite, et parce qu'on regarde beaucoup les aspects négatifs, et il y en a, mais on regarde pas assez, je pense, les aspects positifs. Parce que si on regarde le monde il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, je suis pas sûr que nous étions plus heureux, je suis pas sûr que ça allait mieux. Donc, mon point là-dessus, et ce que j'essaye souvent de faire passer, c'est faut être prudent, mais il faut garder de l'optimisme sur les temps qui arrivent. En plus, vaut mieux avoir tort en étant optimiste que raison en étant pessimiste, parce que de toute façon, à la fin, ça finit par la même chose. Donc, tu vois. Un peu le pari de Pascal version technologie. Voilà.
Alexandre, merci beaucoup. Où est-ce que les gens qui vont nous regarder ou nous écouter peuvent te retrouver si jamais ils ont des questions, ils veulent regarder un petit peu ce que tu fais? Eh ben, écoute, tu peux mettre je sais pas si tu veux mettre en lien, mais tu peux mettre le podcast NBS où on a typiquement ce genre de discussion. Alors, les sujets peuvent varier, et on a des invités. Et d'ailleurs, j'espère que tu passeras à un de ces quatre de notre côté. Le podcast NBS, donc on traite ce genre de sujet, et puis ils peuvent me retrouver évidemment sur LinkedIn, sur Insta, sur LinkedIn et Insta majoritairement. Génial, on mettra les liens en description. Alexandre, un grand merci pour ce sujet qui était passionnant. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on vous répondra avec grand plaisir. Eh ben, merci à toi.